Check the cheat, check the cheat. Check the cheat, check the cheat. Bien le bonjour Francine et Patrice, je suis heureux de vous recevoir sur la chaîne avec vraiment un grand plaisir et merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous laisserai bien sûr vous présenter dès que j'aurai fini cette introduction. L'idée de cette vidéo, c'est d'aborder un point précis de votre spécialité. Ça fait un petit peu suite à notre rencontre à l'AREC et ce que vous faisiez à votre stand quand je suis venu vous voir, et aussi un petit peu à la vidéo de la tronche en biais qui est parue récemment sur le cas américain, où vous aviez abordé l'idée des témoignages et des enquêtes sur les témoignages. Donc cette vidéo va vraiment aborder ce sujet et uniquement ce sujet. Ça vous va? Très bien. Ça nous va très bien. Bonjour à toi. Bonjour, à vous deux. Bonjour Stéphane, et puis le plaisir est pour nous. Hein. Voilà. Non, c'est pour nous. Commencez pas. Alors, je vais de suite dire une chose. On n'est pas spécialiste. On est motivé, on est intéressé par le sujet, mais on n'est pas spécialiste. Il n'y en a pas dans le sujet. Hein, en ufologie, il n'y en a pas. Alors dans ce cas-là, ce serait une définition à donner aux spécialistes. Je sais qu'on distingue des fois les spécialistes des experts. Moi, ma définition que je donne toujours en formation, c'est un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu comme tel par ses pairs. Voilà. Un spécialiste, c'est juste quelqu'un qui fait beaucoup, qui s'occupe beaucoup de ce sujet. Voilà, c'est comme ça que moi je l'entends. Alors dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui, d'accord. Nous sommes d'accord. Alors justement, en parlant de ça, je vais vous laisser vous présenter. Francine? Alors, Francine, eh bien, j'enquête sur les observations de phénomènes aériens depuis la fin des années 70. Et ça commence à dater effectivement. Et donc, l'expérience et surtout mon implication après dans une structure ufologique privée a fait que mon opinion, qui était au préalable de croire en l'existence de quelque chose d'extraordinaire, s'est modifiée. Après, je dirais que ce n'était pas une croyance très ancrée, elle était plutôt issue d'un milieu dans lequel il y avait déjà pas mal de gens qui croyaient que les ovnis étaient des engins spatiaux venus de l'espace. Ensuite, je me suis aperçue qu'il y avait une distorsion incroyable entre les témoignages et la récupération faite par les ufologues. Et je me suis aperçue ensuite que quand on avait des témoignages, eux-mêmes étaient vraiment soumis à des biais très importants dont je n'avais pas conscience, comme par exemple les biais de confirmation, les biais de la mémoire, la reconstruction mémorielle, etc. Donc il a fallu que je travaille beaucoup et que j'apprenne tout ça. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir être formée à l'utilisation de nombreux logiciels qui permettent de récupérer des informations qui sont des données fiables et autres que testimoniales. D'accord, super. Bon, si avec ça, vous n'êtes pas des spécialistes, hein, je ne sais pas ce que je suis moi. Patrice, à ton tour. Ah, ben, le parcours, le mien est quasi similaire. Je crois qu'en ufologie, on a tous des parcours plus ou moins similaires. C'est-à-dire que moi, je suis tombé dedans lorsque j'étais encore adolescent, en 1972, donc ça remonte. Ça faisait suite tout simplement à une passion que j'avais et que j'ai toujours, qui est la littérature de la science-fiction. Donc, je lisais beaucoup de romans de science-fiction, d'anticipation, dans la collection Fleuve Noir notamment, des Jimmy Gueux, des Lima, etc., etc. Et je suis tombé un jour sur un ouvrage avec deux auteurs, un qui s'appelait Adamski et l'autre Leslie, à l'intérieur des vaisseaux de l'espace.
Et en le lisant, je me suis aperçu que quelque chose clochait, parce qu'il n'y avait pas d'échange entre les héros, entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs, de cet ouvrage, et qu'on racontait des histoires extraordinaires de visites extraterrestres sur Terre, de contacts aussi. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose de passionnant à creuser. Je me suis pris au jeu, je suis rentré dans une structure qui s'appelait Lumière dans la nuit à l'époque. Et puis, j'ai commencé à vouloir vérifier les dires, tout en y croyant, puisque dans ma tête, quelqu'un qui racontait une chose comme ça ne pouvait pas mentir, ne pouvait pas se tromper, du moins. Je me suis aperçu avec le temps que, comme Francine, qu'il fallait se méfier, non pas des témoins, parce qu'ils étaient sincères et racontaient réellement ce qu'ils avaient vu, mais ce que rapportaient les ufologues et la manière dont ils les rapportaient, ces témoignages. Et c'est là que le grain de sel s'est immiscé tout doucement, et que je suis devenu ce qu'on appelle un sceptique, c'est-à-dire pas un négationniste, hein, comme on le lit souvent, mais un sceptique, dans le sens où il faut apprendre à se méfier de ce qu'on nous dit, de se méfier de ce qu'on pense, pouvoir comprendre et expliquer, mais aussi essayer de comprendre ce que veulent nous dire les témoins. Oui, donc merci pour cette présentation, hein. Donc, je reviens à ce que je disais au début. Vous êtes bien des spécialistes, même si votre humilité, que j'adore chez vous justement, vous empêche de le reconnaître, mais c'est pas grave. Alors oui, cette vidéo, je la voudrais moi vraiment axée sur tout ce qui est témoignage dans tous les sens du terme. Alors on va pouvoir parler, enfin vous allez pouvoir parler parce que j'ai pas ces compétences. Vous allez pouvoir parler surtout de tout ce qui gravite autour du témoignage. Donc on a déjà un peu parlé, hein. Les gens qui témoignent, ils ont besoin d'être écoutés, premièrement. Tu as déjà énuméré, Patrice, dans ta présentation, le problème de leur bonne foi, donc on va pouvoir en parler aussi. Je pense qu'on finira sur ce qu'en font les ufologues derrière eux, hein, qui est ce qui découle de leur témoignage, mais on va surtout, dans cette émission, si vous êtes d'accord, se focaliser sur les témoignages. D'accord. Alors, moi, ce que je vous propose de commencer dans un prime abord, c'est tout simplement une idée qu'on entend souvent, que moi j'avais beaucoup entendu à l'époque et que je n'étais pas capable d'expliquer, même en ayant l'idée, et je suppose que vous allez faire ça très bien vous, c'est si on pouvait déjà parler de être poursuivi par la Lune. On a souvent entendu des émissions, etc., dire oui, il se sentait poursuivi par la Lune. Donc, il y a, je pense, l'histoire, si ma mémoire est bonne, d'un policier qui a eu aux États-Unis, qui a été poursuivi pendant 45 minutes. Alors, je laisse la personne responsable de ces mots-là, hein. Le responsable du groupe Facebook, les biaisés, comptez-vous, lève la main, c'est toi. moi, je fais de la délation. On l'embrasse, on lui fait un coucou. Oh, oh oui, coucou. Un gros coucou. Donc, il me parlait de ça, mais moi, j'avais souvent entendu des émissions, des témoignages où on disait, en fait, la personne s'était sentie poursuivie, mais c'était la Lune. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y a ce genre de témoignage? Et Oui, si bien oui, sûr. comment ça s'explique? Oui, On oui, vous bien écoute. sûr. Bien sûr qu'il y a ce genre de témoignage, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la boule suiveuse. Alors ça se produit avec un astre, pas forcément avec la Lune, hein. Ça peut se produire avec un astre comme une étoile remarquable ou une planète, hein, Vénus par exemple. Il y a des conditions particulières qui expliquent ça. Et lorsque un témoin va faire une mésinterprétation, parce qu'on n'aime pas beaucoup parler de méprise dans le sens où c'est mépris avec quelque chose. Hein, il fait une mésinterprétation, il ne reconnaît pas quelque chose. Je crois que c'est un peu plus juste. Quand il y a ce type de témoignage, il est vrai que c'est assez difficile de se dire un témoin se méprend avec la Lune. C'est quelque chose qui paraît même totalement hors sol. On se dit, bon, là, le sceptique, il se fout de la tête et du témoin et de ceux qui cherchent à comprendre le phénomène. Et pourtant, ça arrive. On a eu plusieurs cas à travers nos parcours, que ce soit moi ou Francine, et où effectivement, en analysant le témoignage, en essayant de comprendre ce que décrit le témoin, et on en parlera qu'il y a une différence entre ce qu'il décrit et ce que on peut en faire. Hein, il faut donc avec les biais que nous aussi on peut avoir, on en parlera. Oui,
on s'aperçoit parfois que c'est la Lune qui est responsable de l'observation. Francine? Oui, ce qui va me permettre d'ajouter que maintenant, avec les moyens dont on dispose, ce qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années, les moyens dont on dispose, comme par exemple Flight Radar, ou Stellarium, dans le cas de mes prises, j'allais dire encore, de mes interprétations astronomiques, on retrouve exactement les conditions dans lesquelles le témoin s'est trouvé. Donc, on arrive à démontrer, grâce à ça, qu'il y a bien eu une erreur d'interprétation. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il faut prendre en compte ce sentiment d'étrangeté extrêmement désagréable que le témoin a ressenti. D'anxiété ou de peur. De peur, on a eu souvent de l'anxiété, de la peur sur le coup, de l'anxiété a posteriori. Donc ça, c'est très important. Et même si c'est une simple étoile, comme tu le disais, ou une planète, hein, on ne va pas passer sur le fait que c'est une petite lumière, une petite loupe dans le ciel. Non, c'est important d'expliquer au témoin, quand on peut le faire, ce qu'il a observé. Tout témoignage est important, même si on décrit une petite lumière dans le ciel qui clignote et qu'on se dit « oh, c'est un avion, on laisse tomber ». Non, non, non. À partir du moment où un témoin confie son observation, à partir du témoin, je vais y arriver, à partir du moment où le témoin confie son observation et son anxiété, va nous parler de sa peur, de son anxiété, de sa crainte, quelquefois, on a, entre guillemets, faut pas aller trop haut, mais on a, entre guillemets, le devoir de l'écouter et d'essayer de comprendre. Pas forcément d'expliquer, puisque quelquefois on n'y arrive pas. Hein. On ne connaît pas tout. Hein. Voilà. Pour revenir à la Lune, il faut savoir que moi, la première surprise, c'est d'avoir constaté, et je pense que ça doit être la même chose pour toi, d'avoir constaté que dans un témoignage, le témoin nous décrit une forme plus ou moins ronde, un peu ovalisée, et quand on retrace sur un plan sa trajectoire, la trajectoire du témoin, on s'aperçoit qu'à chaque fois où il dit voir le phénomène, on est dans l'axe de vision de la Lune, dans l'azimut de la Lune. Et il a été, pour moi, au départ, extrêmement compliqué de dire un témoin se trompe avec la Lune, donc c'est autre chose. D'où l'introduction du mimétisme. Ce qui est un peu la carte facile en disant c'est un objet qui s'est mis devant la Lune, et ce qu'a vu le témoin, c'est un objet, non pas la Lune. Or, on a un outil extraordinaire, c'est que avec le cycle du Saros, 18 ans jours plus tard, on peut se remettre dans les mêmes conditions et donc dire au témoin, vous venez avec nous et on refait votre trajet et il va revoir la même chose. Oui, et ça, j'ai vu que ça a été fait d'ailleurs. Voilà. On voit des vidéos, on peut trouver des vidéos où ça a été fait, ça, de faire revivre au témoin à peu près les circonstances qu'il avait vécues. C'est tout à fait ça. Et le fait de dire à un témoin qu'il peut revivre ça 18 ans au jour après, avec le cycle du Saros, permet d'éliminer cette carte bien pratique de l'élusivité, qui est le mimétisme. Sinon, ça veut dire que 18 ans au jour après, l'OVNI revient pour... Oui, après, il est peut-être ponctuel, on ne sait pas. Oui. Par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est de dire, tiens, bon, voilà, le témoin circulait sur une route et il a croisé d'autres véhicules. Les véhicules ne se sont pas arrêtés, personne n'a semblé interpellé par ce phénomène. Et ce qu'on dit, nous, si vraiment il y avait des gens sur la route, eh bien, ils auraient dû voir à la fois le phénomène et la Lune, puisqu'ils ne se trouvaient pas dans le même axe. Dans le même axe que le témoin. Mais ça n'a jamais été le cas. Donc, on peut éliminer ce phénomène de mimétisme de l'OVNI qui se place devant la Lune et qui imite la Lune. Hein. C'est assez pratique de se dire on prend la carte du mimétisme, ça évite de chercher, d'une part. Hein. Ça confirme. Et puis, ça conforte sa propre croyance. Ah oui. Or, pour moi, le propre de l'homme, c'est d'être curieux et d'essayer de comprendre. Et si ce qu'on essaie de comprendre nous gêne, il faut savoir se remettre en cause, tout simplement. Ça. Alors, j'ai commencé par le cas de la Lune. Pardon, vas-y Francine, c'est votre vidéo. J'ajouterais que nous, ce qui est important pour nous, c'est l'intégrité du témoin, c'est-à-dire qu'on respecte son anonymat lorsqu'il nous le demande.
parfois, ils aiment s'exposer publiquement, donc il n'y a pas de problème. Mais nous, à partir du moment où le témoin nous demande l'anonymat, on le respecte. Et surtout, on le respecte lui. Et je pense que c'est plus respectueux de lui expliquer qu'il s'est trompé, qu'il a cru voir un vaisseau spatial alors que c'était la Lune ou un astre quelconque, plutôt que de lui raconter une histoire digne de science-fiction. Ça, c'est un manque de respect. Ne pas chercher ce qu'il aurait pu avoir dans le ciel et qui aurait pu l'induire en erreur, et lui raconter une histoire que l'OVNI s'est projeté dans sa conscience et qu'il lui a fait voir des images ou d'hologrammes, etc. C'est de la science-fiction. C'est pas démontrable, c'est pas falsifiable. Donc, c'est pas la peine. Par contre, quand on a une explication certaine, il faut la donner. Et ça, c'est du respect du témoin. Et j'ai quand même introduit un bémol, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'ai quand même introduit un bémol. Ça ne veut pas dire que ce que l'on nomme les ufologues, moi je ne me considère pas comme ufologue, mais comme ufosceptique, c'est pas tout à fait la même chose. Les ufologues, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément tort, on n'en sait rien. Fondamentalement, moi je ne peux pas affirmer le phénomène n'est pas extraterrestre. Mais je ne peux pas dire à contrario, il est extraterrestre. Je n'en sais rien. Ce que je sais, moi, c'est qu'il y a des témoins qui rapportent des choses que quelquefois on arrive à expliquer, quelquefois qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est du respect. Ça ne veut pas dire non plus que lorsqu'on explique un cas, le témoin ment. Non. Il restitue ce que sa mémoire a enregistré. C'est pas pareil. Et oui, parce que, pardon, mais là j'insiste, puisque c'est le cœur de la vidéo. Là, on parle des témoins de bonne foi. Bien sûr, ça va être l'objet de cette vidéo. On ne va pas parler des canulars, comme d'ailleurs, grâce à vous, j'avais pu faire une petite vidéo sur Sergi Pontoise. On ne va pas parler de ces choses-là. On va vraiment parler des témoins de bonne foi. Et vous avez introduit une nouvelle notion, du coup, c'est celle des émotions. Ah. Et c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un. Bon, j'ai commencé par ce cas parce que souvent on dit non, mais c'est pas possible, on ne peut pas se méprendre avec la Lune. Donc, à partir du moment où on peut démontrer que plusieurs fois on a eu des méprises avec la Lune, je pense que le champ des possibles sur les témoignages, il s'ouvre largement en disant, bah, vous voyez, au niveau des méprises, des perceptions, bon, nous on est un peu habitués parce qu'on est dans les milieux Z, etc. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surprenant. Et commencer par ce thème-là était une manière de dire, vous voyez, déjà on commence fort, on peut se méprendre avec la Lune. Et de bonne foi. Mais comme donc, on peut se méprendre, mais comme on peut se méprendre avec un tracteur dans un champ parce qu'il y a du brouillard, comme on peut se méprendre avec un avion de vue dans certaines conditions, avec un hélicoptère, avec beaucoup de choses, quoi, avec beaucoup de choses. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le mécanisme de la méprise est à la fois simple et complexe. Il est simple dans le fait que c'est une condition particulière qui va faire qu'un témoin va se méprendre avec ça, et c'est complexe dans le sens où pour rapporter l'émotion ressentie lors d'une observation, c'est pas si facile que ça. Il faut ça dépend de la culture de la personne, ça dépend de sa manière d'exprimer, ça dépend de sa sensibilité, ça dépend de tellement de domaines que quelquefois c'est assez compliqué à formuler par des mots lorsqu'on fait un rapport. Et on arrive même à comprendre que lorsqu'on fait un rapport, qu'il y a des témoins qui sont un peu réticents par rapport à ce qu'on explique, malgré les évidences, une carte radar, etc., par exemple. Tout simplement, c'est parce que les mots que nous, on va employer pour faire le rapport ne sont pas forcément ceux qu'aurait employé le témoin. Donc l'émotion est peut-être décalée, le ressenti peut être différent, et ça explique quelquefois, pas le fait qu'un témoin rejette, pas ça, mais qu'il soit un peu plus réticent pour sa explication. Tout ça, c'est parfaitement humain, parfaitement humain. Et on est au cœur de l'humain dans les témoignages. Absolument. Et effectivement, on a dans un témoignage, on a plusieurs contextes. On a le contexte de la culture personnelle du témoin. Lui, il va employer des mots qu'on n'emploierait pas nous forcément, mais c'est normal, c'est avec tout le monde comme ça. Mais comme c'est un cas étrange, il expliquait, c'est encore plus prégnant. Ensuite, il y a le contexte de sa culture personnelle sur le phénomène. Et là, personne ne peut dire, enfin, nous on n'enquête qu'en France, oui. Mais personne en France ne peut dire qu'il a échappé à ça. Et tout le monde a vu des Alien Theory ou des morceaux d'Alien Theory ou Rencontre du troisième type ou peu importe. De toute façon, il y a une culture de l'OVNI extraterrestre en France et personne n'a pu y échapper. On a eu récemment quelqu'un qui nous a signalé un tic-tac.
c'est une erreur avec un avion qu'on observe quelquefois dans le ciel et on a l'impression qu'il est coupé en deux, alors que c'est l'emplacement des ailes. C'est très, très fréquent. Et donc, quand il dit tic-tac, c'est bien qu'il a eu l'information comme quoi il y a eu un tic-tac OVNI, plutôt UAP, qui s'est produit dans Alors, l'ufologie. excuse-moi, mais je me dis toujours que ceux qui regardent ces vidéos n'ont pas forcément la culture. Tic-tac, c'est à cause de la forme. Oui, ça. la forme du Voilà. bonbon, tic-tac, oui. Voilà. Donc, on va dire un peu ovaloïde, machin. Tout à fait. Oui. Voilà. Et UAP. Alors, UAP, c'est Unidentified Flying Object Phenomenon. oui, c'est l'acronyme américain de PAN, quoi, ou d'OVNI. D'accord. Voilà, on parle de PAN aujourd'hui, et c'est beaucoup plus juste que OVNI, parce que c'est pas forcément un objet, donc voilà, c'est un phénomène aérien non identifié. Donc, aux États-Unis, c'est UAP. Voilà. Ils se sont mis eux aussi à ne plus parler d'UFO, comme nous, on ne parle plus d'OVNI. Ils parlent d'UAP et nous, on parle de PAN. Là, on cible un peu mieux, et ça évite ce côté où la filiation entre OVNI et extraterrestre est faite. On le fait un peu moins avec PAN, on le fait un peu moins avec UAP. Oui, Et parce que d'ailleurs, les Américains, OVNI, au c'était passage, déjà tendancieux. bien Arrête-moi si sûr, je me trompe. Enfin, bien arrêtez-moi sûr, si je me trompe. comme OVNI, c'est l'UFO. tendancieux parce qu'on parle déjà d'un objet. Alors C'est que ça, c'est on ne parle ça, pas c'est forcément ça. à la base d'un objet. Il n'y a Donc, peut-être si pas on se projette objet, on se dit vaisseau extraterrestre, tout comme UFO, eh ben, on se projetait vaisseau extraterrestre. Et je ferai remarquer au passage très rapidement que la NASA, le Pentagone, aux États-Unis, emploie maintenant UAP, c'est pour éviter cette filiation trop rapide. Voilà. Oui, parce que c'est déjà un doigt mis dans l'engrenage de. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur les témoignages. Donc, du coup, si j'ai bien compris lors de votre passage à la vidéo de la tronche en biais, si j'ai bien compris, avant, on ne s'occupait pas, ou pas assez, ou pas bien, des témoignages humains. C'est ça? Oui. On s'en Hein? occupait pas bien, c'est surtout Pas ça. bien, voilà. Alors, C'est-à-dire que avant, expliquez-nous cette progression. alors la progression est simple, c'est que pendant des années, je dis bien pendant des années, plusieurs décennies, on ne faisait pas d'enquête en réalité. On faisait du recueil de témoignages. C'est pas pareil. Un tel m'a raconté que, et on en faisait un rapport sans chercher à le comprendre. Voilà. Et depuis quelques années, depuis que, je suis désolé de le dire, mais depuis que les ufosceptiques ont mis le pied dedans, on essaie de comprendre le témoignage. Et comprendre le témoignage, ça ne veut pas dire qu'on va inventer une explication. Nous, quand on en a une, on la soumet toujours à critique et on essaye de l'invalider par tous les moyens. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et ben, les ufologues ne font pas ce travail-là. On prend les informations telles qu'elles viennent, on les amène dans une grosse marmite, on touille, et puis on se dit, voilà, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, mais jamais dans le sens explication. Ça change depuis quelque temps, parce que le GEPAN, notamment, depuis quelques années, publie les rapports, ce qui a donné l'envie, peut-être, ou l'idée, j'en sais rien, plutôt l'envie, je dirais, à des ufologues, tenants croyants, c'est pas péjoratif. On me l'a reproché de dire croyant en disant ouais, on dit que les témoins sont croyants. Alors j'ai jamais dit ça. Je dis que tenant croyant, c'est un terme pour différencier l'approche sceptique qui n'a pas d'hypothèse, sauf celle pouvant être expliquée, pouvant être démontrée, d'hypothèses exotiques. Donc ceux qui ont des hypothèses exotiques, ils ont le droit de les avoir. Peut-être qu'ils les ont en finalité, j'en sais rien, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pour nous, ce sont des exoticiens, des tenants croyants, et c'est pas péjoratif. Donc ces gens-là ont commencé maintenant à quand même vérifier certaines informations. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est quelque chose de bien. Et ça, du coup, c'est récent. Ça date de quelques années quand même. D'accord. C'est depuis que je dirais que c'est depuis que le GEPAN a mis en ligne les cas, quoi, les cas enquêtés par eux, ou par les enquêteurs du GEPAN. Alors, les ufologues privés disent souvent que le GEPAN n'est pas à la pointe de l'ufologie, et c'est le contraire en fait. C'est le contraire, c'est ça qui est extraordinaire, mais ça ne va pas dans le sens d'une hypothèse exotique, ça c'est sûr. Ils font exactement ce que Patrice vient de dire, c'est-à-dire qu'ils font de l'étude de cas, d'observation, et s'il y a une explication, ils la donnent. S'il n'y a pas d'explication, ils s'abstiennent de donner des hypothèses merveilleuses. Elles sont non falsifiables, indémontrables, donc le GEPAN est là pour étudier les cas, pour répondre aux interrogations des témoins, pas
pour étudier vraiment le fond du sujet. Ça, c'est des ufologues. Ça, c'est des ufologues. Il faut D'accord. juste arriver à discerner ça. Voilà. Donc, pour reformuler ce que tu disais, ce que vous disiez, puisque tu es intervenu aussi, Francine, là-dessus, pour reformuler, avant, on faisait du recueil, bah, c'est un peu comme si moi je vais à la police comme maintenant et je dis on m'a volé, j'ai subi un cambriolage par exemple, voilà. Donc ils vont noter ce que je dis, ça c'est du recueil d'informations. Voilà. Hein, et aujourd'hui on est plutôt sur l'enquête, c'est-à-dire après la police va vérifier mes dires, hein, elle va regarder les caméras de vidéosurveillance, voir ce qui me manque, et ça c'est l'enquête. Et ça, aujourd'hui sur les témoignages, on en est là où on fait une enquête sur le lieu, le pourquoi, le comment. On essaye de trouver des informations pour corroborer, infirmer ou ne pas infirmer, je me suis perdu, pour infirmer ou valider le témoignage en lui-même. Je Même me pas, suis pas trompé? même pas confirmer ou valider, pour comprendre le témoignage. Pour comprendre, d'accord, Hein, je vois parce l'idée. que un témoin peut employer un mot qui pour lui a un sens très précis. Et nous, si on en donne un autre pour l'expliquer, il va y avoir un truc qui ne va pas. Ouais, Donc, oui. on est là pour comprendre pourquoi il emploie ces mots, pourquoi il a cette image-là, etc. Voilà. D'accord, d'accord. Hein, mais on ne peut pas invalider ou valider un témoignage sauf canular. Hein. Oui, Le témoignage, il est brut, il est comme ça. Même s'il y a des erreurs dedans, c'est inhérent à l'être humain, c'est dû à la reconstruction, c'est dû à beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas invalider le témoignage. On essaye de le comprendre. d'accord. Alors justement, je pense que c'est… Pardon Francine, vas-y, interviens, c'est vraiment pour vous cette vidéo. Alors, ce qui est important dans tout ce qu'on vient de parler, c'est effectivement le témoignage et la restitution de ce que le témoin a vécu. Et on sait maintenant beaucoup plus de choses sur la reconstruction mémorielle qu'on ne le connaissait avant. C'est grâce aux travaux notamment d'Elisabeth Loftus et ceux de Brigitte Axelrad en français, ouais. Ginet et autres. Ginet, etc., qui nous ont permis de comprendre effectivement que notre mémoire n'est pas un système d'enregistrement continu, mais qu'elle est au contraire un système d'enregistrement par phase. Ensuite, quand on rencontre un témoin, pour l'aider à se remémorer ce qu'il a réellement observé et non pas ce qu'il a reconstruit, on a un moyen qui s'appelle l'entretien cognitif, qui a été mis au point par le professeur Jacques PY, qui est un enseignant de haut niveau et qui permet, donc, qui a mis au point cet entretien cognitif pour les témoins d'OVNI. Oui, c'est adapté, attention. Hein. C'est adapté aux témoins d'OVNI. Hein. D'accord. Et on essaie de remettre le témoin dans les circonstances de son observation en lui demandant de se remémorer des choses qui sont annexes à l'observation. Avec ses sens, comment était-il habillé? Quelle était la température? Quel était le sens du vent? Enfin, est-ce qu'il sentait du vent? Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, tout ce qui est périphérique, et ça lui permet de se remettre bien dans le moment présent et de pouvoir après se focaliser sur ce qu'il a vécu, mais beaucoup mieux. Alors, l'avantage de l'entretien cognitif adapté à l'ufologie, hein, parce que l'entretien cognitif, c'est en police criminelle, on l'utilise beaucoup. Nous, c'est pas le cas. On n'est pas là pour confondre quelqu'un d'un possible crime ou autre. On est là pour comprendre le témoignage. J'insiste bien, pour comprendre le témoignage. L'adaptation qui a été faite de cet entretien cognitif à l'ufologie permet aux témoins, lorsque ils jouent le jeu, parce qu'il faut jouer le jeu, il faut le vouloir, permet de restituer des souvenirs que spontanément on ne donne pas. Voilà. C'est pas, contrairement à ce que j'ai lu de la part de certains tenants croyants, non péjoratifs, je vous répète, ou électriciens, pour tromper le témoin ou pour l'induire en erreur. C'est pour lui permettre de restituer des souvenirs que spontanément on n'a pas. Et quelquefois, dans ces souvenirs, il y a un détail qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'il veut dire. Pas forcément d'expliquer, mais de mieux comprendre ce qu'il veut dire. Et ça, c'est le but de l'entretien cognitif. D'accord. Alors, justement, en restant sur ces témoignages, etc., là, si je vous demandais spontanément, chacun, donc on va commencer par Francine. Francine, toi, si je devais te demander de me citer un cas qui t'a marqué, je ne sais pas, un témoignage qui est pour toi le premier qui te vient à l'esprit, pour des raisons qui sont propres ou quoi, qu'est-ce que tu nous raconterais?
Je te raconterai donc le cas d'Anote. Le cas d'Anote, c'est un boucher qui va vendre sa viande dans un village des Alpes de Haute-Provence, un village un peu éloigné dans la montagne, qui, en redescendant, est poursuivi donc par un objet volant non identifié. Et donc, les renseignements qu'on a sur ce cas, c'est le récit journalistique, à savoir que le monsieur a été considéré comme sérieux, le monsieur a eu des effets secondaires graves, il a eu une occlusion intestinale, il a eu des problèmes avec sa voiture, il a entendu un bip-bip, et tout ça donc a été amalgamé par rapport à son observation. Logiquement. C'est tout à fait logique. On a même un certificat médical pour l'occlusion intestinale, comme quoi il a bien fait une occlusion intestinale. Sauf que, on est allé sur place. On s'est aperçu que... 36 ans après. C'est-à-dire 2 cycles du Saros plus tard, parce qu'il y avait quand même eu un ufologue qui avait soupçonné la Lune. Mais on avait du mal parce que déjà la Google Car n'était pas passée dans le circuit du boucher. Donc, ce n'était pas facile à avoir. Et puis, donc, on a été obligé de... Avant que tu poursuives, juste un détail pour bien comprendre. Dans ce que va expliquer Francine, il faut comprendre que pour qu'il y ait le type de méprise qu'elle va décrire, il faut des conditions particulières. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bas sur l'horizon, au matin ou au soir. Mais bas sur l'horizon. Donc, là, c'est pas le cas. Il y a une temporalité qui est et des conditions atmosphériques, je ne sais pas, qui sont fondamentales. Et là, ce n'est pas le cas du tout parce qu'on est à 50-60 degrés de hauteur angulaire. C'est très haut. Donc, c'était un cas délicat. On soupçonnait effectivement, un ufologue avait depuis longtemps soupçonné la Lune, mais il fallait revoir. Donc, on a dit, on a passé 18 ans quand on s'est intéressé au cas, donc il faut encore attendre 18 ans pour avoir le cycle du Saros. Et c'est tombé le 23 décembre. Donc, nous sommes partis dans les Alpes de Haute-Provence à 3, dans le but donc de refaire le trajet. Donc, on l'a refait 2 jours, on l'a refait ensuite de nuit, et on avait un gros avantage, c'est qu'on avait les photos faites par la gendarmerie. Donc, pas pendant l'observation elle-même, mais après. Mais quand même, on savait où le phénomène avait été observé, et dans quelle direction, etc. Donc, on a refait les photos au même endroit. Alors donc, on l'a refait dans la journée pour repérer le trajet, et on l'a refait la nuit donc pour voir si effectivement la Lune était visible. Eh bien, devine quoi? La Lune était visible. Donc là, aux endroits où le témoin a dit que la Lune était visible, là aux endroits où les gendarmes avaient pris les photos. C'est comme on est en montagne, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il faut que la méprise elle soit ou le matin ou le soir, mais il faut qu'elle soit bas sur l'horizon. Et là, la montagne fait office d'horizon et effectivement, c'est Ara. Donc, les sommets plus hauts cachaient la Lune, et là, ils ne le voyaient pas. Et quand il y avait entre 2 montagnes, ils le voyaient. Et par contre, dans la route forme des méandres, et là où il tournait le dos à l'astre, il ne voyait plus rien. Donc, tout concordait. Et puis ça passe comme ça. Alors, du coup, attends, parce que moi, je suis resté sans ma faim. Parce qu'il y avait des détails. Bon, là, c'est pour l'explication de l'engin. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de son occlusion médicale? En fait, c'est rien à voir. Plusieurs choses. Alors, pour ça, il faut que tu payes déjà. Donc, tu prends ta carte bleue. Je t'envoie des bitcoins, attends, bouge pas. Alors, en fait, donc, en faisant le circuit, on s'est garé à un endroit, le seul endroit du circuit où on pouvait se garer, on s'est garé. Et là, un monsieur est venu à notre rencontre. Et il nous pose une question, il dit, vous êtes là pour les papillons? Alors, on dit non, non. Il dit, je vous pose ça comme question parce qu'on a des papillons rares ici et on a souvent des gens qui viennent pour les photographier. On dit, non, non, on n'est pas là pour ça. Bon, alors là, vous êtes là pour la Lune. Non. Nous, c'est parce qu'on a dit, on est là pour un phénomène astronomique. Astronomique. Et il a dit, alors là, vous êtes là pour la Lune de Monsieur D. On va dire comme ça. Et il dit, parce que c'est la Lune qu'il a vue, Monsieur D.
Alors, il nous a raconté qu'en fait, Monsieur D était effectivement exceptionnellement monté vendre la viande au village d'Anote. Exceptionnellement parce que son commis, le jour-là, n'avait pas pu le faire. Et on a eu la confirmation par le commis qu'on a recherché plus tard. Et il dit, vous savez, quand on est là-haut, quand on était, parce que c'est passé, le temps est passé, ça se fait plus comme ça maintenant, mais on vendait, on discutait, on buvait, on vendait, on discutait, on buvait. Et quand il est redescendu, il n'était pas clair. Hein. Voilà, donc ça, c'est une rencontre tout à fait fortuite. Et bon, quand c'est comme ça, on fait très attention quand même, on en prend, on en laisse. Hein. Et on est redescendu au village, on a retrouvé le commis, et le commis nous a confirmé un petit peu l'ensemble. Donc, ensuite, le commis nous a dit quelque chose, parce qu'on a parlé de l'occlusion intestinale, mais ce n'était pas la première. D'accord. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui, malheureusement, avait des problèmes de santé de ce côté-là. Alors, il y a le bip-bip. Alors, le bip-bip, on s'est posé plein de questions. On a pensé, dans la fourgonnette qu'il avait, il avait des objets. Des crochets, c'est pour mettre la viande. Crochets. Ah donc, oui. on se demandait si ça cognait pas entre eux. Et puis, on s'est dit, c'est bizarre parce qu'il parle de bip-bip. On s'est dit, est-ce qu'il n'a pas des acouphènes? Parce qu'il y a des acouphènes qu'on appelle des acouphènes pulsatiles. Ça fait vraiment bip-bip. Il y a un site sur Internet où on peut les entendre, ça fait bip-bip. D'accord. Donc, acouphène pulsatile. Alors, on a pensé à ça. Ensuite, le commis nous pose la question au commis et le commis nous répond. Mais non, on ne sait pas pendant qu'il descendait qu'il a entendu ça. Il a raconté son histoire en revenant d'avoir vendu sa viande. Et ses copains, ils ont dit, on va lui faire une bonne blague. Et ils l'ont appelé au téléphone le lendemain et ils lui ont fait pi, 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 et ils ont raccroché. Voilà. Donc toute l'histoire était complète. Malheureusement, le témoin, on n'a pas pu le rencontrer car il était décédé. Et pour trouver sa date de décès, puisqu'on était sur place, on est allé au cimetière. Maintenant, on a le site de l'INSEE qui nous permet de trouver ce genre d'informations. Mais c'était vraiment une enquête qui m'a marquée parce que on avait tout. On avait le problème. Alors, pour la voiture, je voulais préciser que le problème de voiture, c'est qu'en fait, il avait touché un rocher en descendant parce que il n'a pas dû bien prendre son virage. Il a eu peur. Il a eu peur, hein? Il a peur. Donc... Il a vraiment eu peur. Oui. Oui, on revient aux émotions qu'on parlait tout à l'heure. Et tout à fait. Les invente pas. Donc, on a réussi à retrouver tout ce qui fait le cas ufologique. Parfait. Extraordinaire, parfait. C'est-à-dire le témoin, le procès-verbal de gendarmerie, un certificat médical, plus le bip-bip. Enfin, on a tout eu on a eu toutes les explications. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un amalgame qui a été fait sur plusieurs choses disparates. Donc là, si on prend une émission comme Alien Theory ou je ne sais pas quelles autres émissions, on pourrait très bien faire une belle musique qui fait peur, expliquer que le monsieur, il a vu plein de fois un engin, qu'il a eu très peur, qu'il a failli avoir un accident, qu'à un moment donné, il a eu une absence, qu'il a été malade. On pourrait faire un vrai documentaire avec ça. Documentaire, hein, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Mais là, on a le cas où on a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui font que si on ne cherche pas à comprendre, à creuser, on se dit, là, on a quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est ça. D'où l'importance non pas, c'est pas pour tromper le témoin, encore une fois, mais d'essayer de comprendre le cas ufologique quasi parfait, où il y a non seulement l'apparition d'un objet dans le ciel qui poursuit un témoin qui prend peur, mais aussi avec des effets annexes. Et ça, les ufologues, ils adorent ça. Ils adorent. Bien sûr. Ça fait partie du folklore, je dis bien le mot, tant pis. Ça fait partie, ça participe, je vais encore dire un mot qui ne va pas te plaire, au mythe ufologique. J'ai bien parlé de mythe ufologique et non pas de phénomène de témoignage et autres. Voilà. Ouais. D'où je disais, ça peut faire un sacré documentaire là-dessus, parce qu'avec tous ces éléments-là, on pourrait faire un vrai documentaire et celui qui ne sait pas pourrait regarder ça et se dire, mais waouh, c'est extraordinaire, ça ne peut pas s'expliquer ça autrement que parce qu'ils sont en train de me dire. Oui. C'est d'ailleurs comme ça que sont fabriqués les documentaires. Oui, exactement. Tout à fait. Exactement.
Alors, Le, justement, le sensationnel, j'allais dire, c'est la motivation première. Le sensationnel, je recommence. Le sensationnel, c'est la motivation première des ufologues. bah, et en même S'il temps, n'y a pas de sensationnel, c'est pas intéressant. c'est vendeur, les médias en sont fans aussi. Or, si on réfléchit bien au fond du problème, qu'est-ce qui nous dit qu'un simple point lumineux passant dans le ciel, ça ne serait pas une sonde, on va dire, extraterrestre, et donc ce n'est pas quelque chose en sensationnel. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au moindre témoignage. Je suis d'accord. Alors, merci Francine pour cette histoire. Elle est géniale. Je ne la connaissais pas du tout. C'est magnifique. Alors, Patrice, à toi, lequel témoignage tu citerais spontanément si on disait, dis-nous le meilleur témoin, enfin la meilleure enquête, je ne sais pas comment le dire pour pas influencer. Mais toi, si je te demande une histoire laquelle tu me racontes. On a à note, on l'a fait ensemble, donc j'aurais tendance à dire aussi à note, mais donc je vais pas recommencer le récit, hein, puisque Francine a très bien Oui, s'il décrit. te plaît. Mais j'ai juste complété avec un autre témoignage qui est beaucoup moins sensationnel, mais pour moi, je pense pour toi aussi, extrêmement gratifiant. Je m'explique. Il y a eu récemment un cas qu'on a eu au GEPAN, il y a 2-3 ans, de ça, 3 ans, où un père témoigne parce qu'il voit un point lumineux très intense dans le ciel et sa fille prend peur. Donc il témoigne au GEPAN pour essayer d'avoir une explication. Ce témoin, on prend le dossier, on l'étudie, on reconnaît l'exégèse, et le père insiste bien parce que, en envoyant des messages, parce que sa fille a très peur, mais vraiment très peur, elle a une peur quasi panique. Et donc, exceptionnellement, parce que normalement, on fait le rapport, on le donne au GEPAN et le GEPAN le relit, le valide, le vérifie, parce que c'est pas, nous, on s'amuse pas à faire des rapports et puis le GEPAN validé comme ça. Il y a tout un travail derrière, un travail considérable. Le nôtre, à la limite, il est presque facile. Eux, ils revérifient tout ce qu'on dit, tout ce qu'on marque, tout ce qu'on a vérifié. Moi, j'envoie le message, je dis voilà, exceptionnellement, j'ai le père au téléphone et je lui dis, écoutez, ce qu'a vu votre fille, c'est Vénus, c'est Sirius. C'est Sirius. Et je lui donne une autre information. Je lui dis, écoutez, ce soir, à tel emplacement par rapport où vous êtes, je lui donne la direction et tout, vous allez revoir la même chose. Sa fille, donc, le soir, va avec son père et observe la même chose. Et le côté gratifiant, alors que c'est un cas banal, hein, c'est une confusion banale, astronomique, hein, c'est le message en retour du père en disant, merci, vous avez rassuré ma fille, elle va même en faire un devoir pour l'école. Et voilà, moi, ce que je retiens du travail que souvent on fait. C'est rare, ça arrive, et ça, par contre, je le retiens, ça reste là. Ouais. Alors justement, la Lune, bon, le cas d'avant d'Anote, c'est ça, j'ai bien retenu la ville, c'est bon, c'est la Lune, on en avait déjà parlé au début. Alors justement, parlons de ce cas-là dont tu parles, avec Sirius, c'est ça? Alors, Oui. bon, la Lune, c'est un astre lumineux, plutôt gros par rapport au reste, on peut essayer de comprendre. Mais alors comment ça marche? Parce que, bon, alors moi, j'ai aucune notion en astronomie, donc j'ai pas d'idée, est-ce que Sirius est plus gros ou pas? Expliquez-nous comment, là, on peut faire une méprise. Est-ce que ça apparaît tout seul? Parce que, je ne sais pas. Comment la méprise là est possible par rapport à la Lune où on peut un peu mieux comprendre? Là, pour les novices comme moi, pour ceux qui comprennent rien comme moi je ne comprends pas. Alors là, c'est simple. En fait, on s'est trouvé dans la période de confinement. D'accord. Et c'était un papa avec sa fille qui n'avait pas trop d'occupation. Ils étaient confinés comme tout le monde. Donc, l'occupation qu'ils avaient le soir, c'était de regarder le ciel. Ils n'ont jamais fait ça auparavant. Donc, ils voient un astre extrêmement brillant, beaucoup plus brillant que les étoiles habituelles, et commencent à se poser des questions. Là-dessus arrive la culture ufologique dont on a parlé tout à l'heure, et donc pour eux, il y avait quelque chose d'insolite. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que au lever, au coucher, on a encore une fois dans ces conditions-là, la couche de l'atmosphère est très dense, elle semble danser, entre guillemets, c'est une image, devant l'étoile, ce qui fait qu'elle va donner une impression de pulser, de venir, quelquefois même d'avoir des changements de couleur, ça peut arriver, et bouger très rapidement sur elle-même. Droite-gauche, monter, descendre, mais très rapidement, ce qu'on appelle les mouvements autocinétiques. Alors, les Et mouvements ça, quoi? Mouvement autocinétique de l'œil. de l'œil, des mouvements autocinétiques de l'œil. L'œil, il n'est jamais fixe. Même si moi Oui, je fais ça, il n'est jamais fixe, il bouge toujours un peu. d'accord. Et ces images-là, le cerveau perçoit comme si le point lumineux
surtout sur un ciel noir, dansaient. Et D'accord. ça, c'est intriguant parce qu'une étoile, ça ne bouge pas. D'accord, Ça ne oui. peut pas bouger, ça ne danse pas dans le ciel. Donc, ça ramène avec le cas de ce que vous appelez la culture de l'OVNI, je ne sais plus comment tu l'as vraiment dit. Nous, on appelle ça le cadre de référence, c'est-à-dire ce à quoi je me réfère, souvent ce que je connais ou ce que je pense connaître. Et donc, effectivement, ça, le problème, c'est qu'à force d'être noyé dans les émissions, bon, tout ce qui est sur les ovnis, les films, les machins, les bidules, effectivement, le cerveau, il se retrouve dans quelque chose qui est inconnu et il va aller chercher une référence qu'il connaît. C'est un peu le principe de l'appareil Dolly, d'ailleurs. Et il va aller chercher cette référence et du coup, on va interpréter tout ce qu'on voit à ce filtre-là. C'est bien ça, on est bien d'accord? Je ne vais pas rater. On est bien d'accord. Et souvent, c'est augmenté par le fait qu'il peut y avoir des circonstances particulières, comme par exemple, Patrice, on a eu le cas, et nos camarades aussi, de jumelles mal réglées. Donc là, ça donne des effets assez particuliers. On a aussi eu le cas d'une personne qui ne savait pas qu'elle avait une grosse cataracte et qui voyait dans le ciel des roues crantées. On a eu le cas en parlant de roues crantées, aussi d'autres roues crantées, mais là dû à des phénomènes de migraine ophtalmique. Donc il y a des tas de choses en fait qui interfèrent et les gens tout de suite, au lieu de chercher ce qui peut être en rapport avec les objets au travers desquels ils regardent, ou bien un problème particulier qu'ils pourraient avoir, parce que quand on a 80 ans, je pense qu'on devrait penser tout de suite à un problème de cataracte, quand on n'en a pas eu avant. Hein. Donc, mais non, il y a tout de suite une préférence pour le sensationnel, l'extraordinaire. Oui, puis le fait d'observer quelque chose qu'on ne reconnaît pas, ça provoque ce qu'on disait, cette émotion, quelquefois cette peur, mais cette émotion, c'est l'anxiété, qui fait que le cerveau ayant horreur du vide, hein, on le sait, il va tout de suite chercher ce que tu disais, la petite chose qui pourrait rassurer en quelque part la personne. On va dire, je ne le reconnais pas, c'est pas un appareil conventionnel, c'est peut-être extraterrestre. Même si ça fait un peu peur, quelque part, le cerveau, ça le rassure, parce qu'il a une explication. C'est pas forcément la bonne, mais il a une explication. Tout ça, c'est parfaitement humain. Il a besoin de cohérence, même si c'est incohérent. Tout à fait, tout à fait. Et ils cherchent, les personnes sont sincères quand elles cherchent. Hein. C'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Il faut absolument replacer le témoin au centre du jeu ici. Hein. C'est la source première. Le témoignage, c'est la source première, et je dirais même la seule que nous avons. Une image, c'est qu'une représentation à un instant T. Hein, un film, c'est voilà, c'est un complément, je veux dire, c'est un complément. Mais le centre du jeu ufologique, de l'ufologie, c'est le témoin. C'est le témoin. C'est pour ça qu'il faut absolument comprendre que on doit le respecter, on doit l'écouter, et on ne doit pas l'influencer. Comme tu disais pour le cas, excuse-moi, je te coupe, mais comme tu disais, parce que c'est important, comme tu disais pour le cas de cette jeune fille, tu l'as dit toi-même, elle était en panique, en peur panique. C'est ça, c'est tout à fait. Voilà, quelque chose qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne reconnaît pas, qui bouge un peu comme ça, oui. Et puis en plus, les notions de distance, on a beaucoup de mal à les appréhender. Les gens s'imaginent que parce qu'ils connaissent les avions, ils savent à quelle distance il est. Pas forcément. Tout dépend de la taille de l'avion, tout dépend des circonstances, beaucoup de choses comme ça. On a l'habitude de voir des avions, on a l'habitude de voir des hélicoptères, on a l'habitude de voir des ballons. Et il y a des cas particuliers où un témoin, pourtant qui connaît bien par exemple l'aéronautique, se trompe. Parce que nos sens sont là aussi pour nous tromper. Il y a la vue, il y a la mémoire, enfin, nos sens sont là pour nous tromper. Et quand on est conscient de ça, il faut faire très attention. D'accord. Eh bien, merci pour ces deux témoignages-là. Alors, est-ce qu'on peut dire, et arrêtez-moi si je me trompe, hein, encore une fois, ce n'est pas ma partie, mais est-ce qu'on peut dire que c'est justement peut-être, moi je mets du peut-être vous validerez, grâce à l'étude de ces témoignages, est-ce qu'on aurait appris des choses sur nous-mêmes grâce justement aux enquêtes sur les témoignages ovnis? On apprend énormément sur nous-mêmes. On apprend sur nos biais.
On apprend son objet. Non, mais c'est important, c'est important. Alors, j'ai mal formulé. Est-ce qu'on a, je reformule, est-ce que grâce aux enquêtes ufologiques, je vais l'appeler comme ça, tant pis, est-ce qu'on a appris sur les fonctionnements de l'humain? Voilà. Oui, absolument. Alors, donne-nous un exemple. Alors, dernièrement, donc, tu connais Gilles Munch, hein? Bien sûr. Donc, il a travaillé sur un cas avec d'autres personnes, il a travaillé sur un cas où on a découvert ce qu'on appelle la vision entoptique. C'est-à-dire que des personnes peuvent voir leur fond d'œil ou ce qu'il y a à l'intérieur de l'œil par inadvertance, je dirais. D'accord, Donc, ça bug. Ça bug, si tu veux. Et il travaille encore là-dessus parce qu'on a trouvé des cas où ça correspond parfaitement à la vision entoptique, des cas qu'on n'expliquait pas. Donc là, il y a des opticiens hein, de haut niveau qui travaillent dessus, hein, avec Gilles Munch et avec le GEPAN. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose de nouveau et c'est vraiment très, très intéressant. Alors attention, hein, quand on parle de vision entoptique, on ne parle pas que cet item-là répond à beaucoup de cas. Il en répond à quelques-uns, parce que j'ai lu de la part d'exoticiens, non péjoratifs, etc. Je suis désolé, mais je crois qu'il faut le répéter. Non, mais répète-le, il n'y a pas de souci, ça me dérange. De la part de certains exoticiens, que la vision entoptique était l'arme fatale du GEPAN. Ce qui prouve que ces gens-là lisent un titre, mais pas l'article. Ils auraient lu l'article, ils auraient vu que ça répondait à 3, 4 cas, 5 cas. C'est très rare, mais ça fait une petite avancée quelque part au niveau de l'optique. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord, donc c'est pas anodin. Et alors, c'est peut-être le moment de préciser, tiens, puisque tu en parles, et je voulais l'aborder à un moment donné dans la vidéo, mais moi, je n'ai pas fait de plan pour cette vidéo. Ça permet d'aborder cette fameuse nuance entre inexpliqué et inexplicable. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nuance-là? Petit silence. Je commence, tu rajouteras. Vas-y. On a des cas qui sont totalement... Depuis des années, il y avait des cas qui étaient inexpliqués. D'ailleurs, sous la direction de Jean-Paul Agut, ex-directeur du GEPAN, il y a une reprise de ces cas inexpliqués dans la base du GEPAN qui ont donné lieu à de nouvelles enquêtes et qui ont été reclassées. Alors, ça vient de quoi? Ça vient du fait que tout au début du GEPAN, il y avait aussi cette façon de faire du recueil de témoignages. Et on n'avait pas les mêmes outils pour vérifier les choses. Et il n'y avait pas d'enquêteurs. Donc, il y a des cas qui étaient classés D alors qu'ils étaient explicables. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé sur ces cas D, avec l'arrivée par exemple d'outils comme Stellarium, par exemple, je ne donnerai que celui-là, mais Stellarium nous a permis de voir qu'effectivement, là où le témoin voyait quelque chose d'insolite, il y avait un astre particulier, et les circonstances d'observation étaient particulières elles aussi. Hein. La différence, moi je vais être encore plus simple. La différence, c'est que les cas expliqués, c'est des cas où on a la preuve qu'il y a eu une mésinterprétation. Et les cas inexpliqués, c'est qu'on n'en a pas. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Et pourquoi on n'en a pas? Justement parce que Francine vient de l'expliquer. Jadis, on rentrait des cas au GEPAN, mais il n'y avait pas d'enquêteurs comme il y a depuis quelques années, depuis Xavier Passot, même un peu avant. Un petit peu avant, il y avait les IPN, ce n'étaient pas des enquêteurs sous Patnais, mais c'est Xavier Passot qui a eu cette idée de faire un tri et d'avoir des intervenants pouvant vérifier des cas, parce qu'ils étaient dans les régions, donc de faire appel à des enquêteurs. Et puis, il y a eu aussi des contrats de confiance entre l'armée, entre la météo, entre divers organismes en France, avec le GEPAN, pour pouvoir accéder à des données. Et ces données ont permis d'expliquer énormément de cas. Par exemple, on a un protocole d'accord avec le Centre national des opérations aériennes, le CNOA, et quand il y a un cas, on demande les cartes radar et on nous les donne. C'est quand même extraordinaire, ce qui prouve. C'est génial. Il n'y a pas du secret, comme ils disent. Voilà. Et ces cartes CNOA, souvent, nous permettent de débloquer un dossier où on soupçonne un hélicoptère, un avion, voire un drone, et on a la carte CNOA où il y a le trafic dessus. Alors, quelquefois, c'est vrai,
le CNOA nous dit voilà, ça c'est un trafic particulier, ça correspond à la description que fait le témoin, à ce que dit voir le témoin, mais vous n'en faites pas état. Vous dites simplement manœuvre militaire ou trafic militaire, ça arrive, ça peut arriver. Hein. Oui. Mais bien souvent, on a un avion comme un A400M, par exemple, à Berthégon, où les témoins voient plusieurs lumières très bas, qui faisaient une petite manœuvre là, qu'on ne trouve pas sur les sites classiques d'identification aéronautique, comme Flyradar 24 par exemple. On ne le trouve pas. Mais nous, avec la carte CNOA, on l'a. Donc ça explique pourquoi on a énormément de cas inexpliqués qu'on n'a plus aujourd'hui. Oui. Hein, et c'est pas parce que le GEPAN veut faire de la rétention d'informations ou veut éliminer les cadets, parce que sinon, ça serait facile, il en reste une centaine. Demain, on les élimine. Hein. Si on voulait vraiment cacher des choses, on les élimine, on voit tout le monde. Or, le GEPAN vient de mettre un 100e cadet. Il y en a d'autres qui vont arriver. Alors, donc ça prouve bien que le cadet, GEPAN veut donner de la bonne information. Cadet, ça parle à personne. C'est quoi? Alors, un cadet, c'est un cas inexpliqué. D'accord. Donc, Et c'est des ces gens- catégories de classement. Inexpliqué. Alors, il y a cas A, c'est le cas Voilà. qu'on explique formellement, c'est-à-dire avec une carte radar, machin, tout. Le cas B, probablement, parce qu'il y a beaucoup d'indices qui semblent converger vers ça. Donc, c'est probablement ça. C, c'est des cas où il manque des informations. On n'a pas pu aller plus loin. Il nous manque un cas trop tard. On n'a pas eu la carte radar alors qu'on soupçonne l'avion. Qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose parce que le témoin ne répond plus, on n'a pas eu accès aux informations, donc il en sait, manque d'informations. Et D, c'est qu'on a réussi à avoir les informations nécessaires pour étudier le dossier, du moins les informations sur le moment hein, auquel on a pensé et autres, et puis qu'on n'a pas réussi à expliquer. Voilà. On est là, ce qui prouve qu'on respecte le témoin, qu'on respecte les protocoles et qu'on fait très attention de ne pas projeter ce que l'on pense dans le dossier, mais bien de projeter du factuel. Voilà, des données. Les données, hein. Oui, c'est une vraie enquête objective Voilà. Tout à fait, et tout à qui fait. prend en compte avant Tout tout à fait. le témoin. Et Tu l'as dit tout à l'heure, au cœur de la chose. Et ce qui explique qu'on n'est pas dans les hypothèses, c'est que c'est très facile à ce moment-là de dire ce cadet-là, moi c'est extraterrestre, je l'ai expliqué, c'est extraterrestre sans voir tout le monde. Non, non, comme on ne peut pas le démontrer, c'est un cadet inexpliqué. Inexpliqué ne veut pas dire inexplicable à terme. Il peut demain survenir un élément, un autre témoin, 2 ans après, qui va faire que, on va l'expliquer. C'est moi qui avais lancé mon drone, par exemple. Ou, mais, à l'inverse, faut que ceux qui nous écoutent le sachent aussi. Si un cas A qu'on a expliqué par un avion et qu'un autre témoin vient, fournit une vidéo et qui montre à la fois l'avion et autre chose, bien entendu, le cas A sera remis en cas D. D'accord. C'est jamais fermé en fait. C'est jamais fermé. C'est jamais figé, jamais fermé. C'est intéressant ça de le savoir. Ah oui, oui, tout à fait. Et là, c'est très au niveau de la direction du GEPAN, nous on a vu plusieurs directeurs et ils ont tous cette même ouverture d'esprit, à savoir qu'on peut expliquer un cas, bon, on l'explique avec des données vérifiables, fiables, hein, et pas seulement avec du testimonial, mais si quelque chose arrive et qu'il faut reclasser le cas, ils le font, il n'y a pas de problème. Là, je t'ai parlé des cadets qui étaient reclassés ABC, mais il peut y avoir l'inverse, comme vient de l'expliquer Patrice. Pour donner le truc, voilà le type je montrerai rapidement le type de carte qu'on a radar pour identifier des phénomènes. Du CNOA, oui. Du CNOA, par exemple. Alors, si on devait faire un petit inventaire rapide, parce que je l'ai dit, hein, cette vidéo elle est plutôt basée sur les témoignages, mais si on voulait faire un petit inventaire rapide des outils que vous pouvez avoir pour vous aider à comprendre le témoignage. Donc, on a parlé de Stellarium. Donc, une définition rapide, c'est quoi? C'est les positions des astres. C'est ça, c'est un logiciel d'astronomie qui permet de remonter le temps et de repositionner les astres au jour et à l'heure dans laquelle ils se trouvaient au moment du témoignage. D'accord. On a donc les cartes radar dont tu viens de nous montrer un élément. Donc, on a aussi… Vas-y. Ces cartes radar-là viennent du CNOA, c'est-à-dire que c'est le Centre national des opérations aériennes, c'est militaire. Hein. Oui. Donc, on a le militaire et le civil, on a les radars primaires, on a le secondaire, on a tout sur Voilà. On ne cache rien, contrairement à ce qu'on peut lire. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire dans les théories du complot, etc. On a aussi un site qui permet, tu l'as cité tout à l'heure, Flyradar, si ma mémoire est bonne, on a un site qui permet de voir un peu les positions des avions en temps réel, mais aussi les trajets ultérieurs.
Oui. Tout à fait, on peut remonter le temps. Hein, mais ça, J'ai dit c'est l'aviation ultérieur, c'est civile. antérieur, c'est pas grave. C'est l'aviation civile, là. Ah. Donc, on peut. Quelquefois, il y a un trafic militaire parce que c'est un trajet, donc il n'y a rien de particulier. Hein. Mais c'est surtout pour l'aviation civile, quoi. C'est ça. Pour l'aviation civile. Donc, ouais, donc, en fait, tous ces outils-là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas cités? Oui, il y en a d'autres. Il y a les sites de Météo France D'accord. pour des ballons, quand on lance un ballon sonde. Ballon On sonde. peut avoir les cartes, les trajectoires et autres des ballons. C'est très curieux parce que c'est là qu'on s'aperçoit très rapidement que si un témoin dit, moi j'ai vu le passage de droite-gauche d'un objet, mais que le vent il est inverse, eh ben, on élimine le ballon alors que non, puisque selon l'altitude, le vent peut être contraire. Oui, oui, oui. Ça, on Voilà. connaît bien ça. Nous, quand on saute en parachute, on sait qu'il y a des courants, etc. Voilà, qui. voilà. Et ça, c'est important. On a des sites pour les planeurs. Et Ah oui, bien plutôt sûr, d'engins, les planeurs, bien bien sûr, sûr. où là c'est pareil, on peut remonter plusieurs mois, et puis on peut retracer toute la trajectoire. Parce que certains D'accord. planeurs n'ont pas de transpondeur. Non, Flight Radar va nous donner Le FLARM, les ce qu'on appelle engins, le FLARM. les engins aériens avec transpondeur, mais les planeurs n'ont pas tous des transporteurs. C'est un peu comme le système GPS. Hein, C'est ça. Ils ont Ça ce qu'on localise appelle en permanence l'engin. oui, ils ont ce qu'on appelle un FLARM. C'est donc pas un transpondeur, mais c'est un petit appareil, un genre GPS, pour éviter les collisions entre eux. D'accord, d'accord, Donc d'accord. ça, on a la trajectoire, pareil, on a toutes les trajectoires. Et puis Ça on fait pas a mal d'outils, plein tout ça. d'autres outils, quoi. Et on utilise beaucoup, aussitôt qu'on peut, si on prend Google Street View, comme ça pour voir où se situaient les témoins. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, la Google Card passe dans des endroits qui n'étaient pas passés il y a quelques années. Donc ça s'enrichit sans arrêt. Oui. Et d'où tu disais tout à l'heure qu'on peut avoir des données aussi après coup, Mhm. parce que ça s'est enrichi et on peut avoir un autre regard sur un cas qui était passé, etc. Alors, je sais qu'on parle principalement, on met les témoins dans cette émission, on met les témoins au centre, mais il faut savoir que certains témoins nous apportent des photos. Et grâce à François Louange, il a créé un logiciel qui s'appelle Ipaco, qui est repris actuellement en main par Antoine Cousin, et donc qui permet d'étudier les photos. Alors, c'est un outil assez intéressant parce que il est plus performant que les outils en ligne qu'on peut avoir sur Internet. Ipaco, sous certaines conditions, peut même détecter un petit fil de pêche ou D'accord. autre, Oui, voilà, parce qu'on par sait qu'il y a exemple. déjà eu des cas, bon, plutôt anciens, je pense, Voilà. maintenant, mais de cas de maquettes simplement avec un fil et C'est qui avaient ça. fait leur effet, leur buzz. Et puis Paco a aussi d'autres petits trésors. On va en citer un, par exemple. Si on soupçonne un astre, par exemple, sur une photo, on peut, par rapport à la position du témoin, confirmer ce que nous dit Stellarium en mettant la photo sous Paco qui va mettre le ciel en fond. Voilà. D'accord. Ah, c'est génial. C'est Oui, absolument génial. C'est absolument... on a encore utilisé ça hier, c'est très intéressant. C'est un outil remarquable qui est pris en main donc par Antoine Cousin qui fait un travail absolument phénoménal. Et puis voilà quoi. Et on a aussi une anecdote. Tu te souviens peut-être de la fameuse photo d'un ovni triangulaire en Belgique, Oui, dite la photo de Petit Rechin. tout à Donc, fait. on a su, après, par l'auteur Patrick Maréchal, qu'il s'agissait d'une maquette qu'il avait photographiée de nuit. Il y avait des diodes, enfin, c'était très bien. Enfin, il ne pensait pas que c'était aussi bien fait parce que c'était très facile à faire. Oui, et puis c'était, si ma mémoire est bonne, c'est lui qui faisait un canular à des copains, je pense, de sa boîte. Voilà, C'était lui. au Et ça départ, s'est propagé. et comme souvent, ça a dépassé un petit peu ses espérances. Et je tiens à dire que, contrairement à ce qui se raconte sur Internet, Ipaco ne s'est pas laissé leurrer par cette photo. Ipaco l'a étudiée et a dit ce n'est pas une photo truquée, c'est-à-dire que ce n'est pas une photo dans laquelle il y a eu des effets spéciaux. C'est pas un montage. C'est pas un montage de la photo. Par contre, ils ont mis des réserves sur ce que montrait la photo, mais ils ont bien dit que la photo n'était pas truquée. Truquée. Voilà. Oui. Voilà. Et non pas que c'était une photo d'OVNI, Oui. du AP, de panne comme tu veux.
D'accord. Après, je rebondis sur ce que tu disais, Francine. On parlait du cœur du témoignage dans cette vidéo. On avait dit, hein, c'était le fil conducteur du témoignage. Mais après tout, je dis que quelqu'un qui prend une photo pour étayer son témoignage, on est toujours bien dans le témoignage. Surtout qu'en plus, là, ça va Oui. être plus compliqué, puisque là, il doit avoir une conviction qui est beaucoup plus forte, parce qu'en plus, il a une preuve dite matérielle. Pour lui, en tout cas. Oui. Le témoignage, quand il y a une photo, quand il y a un film, le témoignage prend ce qu'on appelle une consistance autre. Bien Tout à sûr. fait. Tout à fait. Et il faut bien discerner consistance et fiabilité. Mm. C'est-à-dire que si la photo, il dit c'est un engin extraterrestre et que ça nous montre la Lune, ça veut dire que son interprétation, pas un mensonge, encore une fois, j'insiste, mais que son Non. interprétation de ce qu'il a vu n'est pas fiable. Voilà. Ça renforce sa conviction, en fait, dans ce qu'il a vu. C'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. C'est très Et là, intéressant. comme pour le cas d'Anote, on peut avoir l'amalgame de choses différentes. C'est-à-dire que la personne observe quelque chose, va chercher son appareil photo, prend un cliché, elle prend un cliché, il y a quelque chose sur le cliché, elle dit « j'ai la preuve ». Alors que ça peut être n'importe quoi. Et peut-être même pas ce qu'elle a vu d'ailleurs à la base au début. Voilà, tout à fait. On l'a eu. Souvent, il y a des témoins qui disent la photo ne rend pas ce que j'ai observé. Ah, Souvent, carrément. hein. Oui, le témoin dit, il décrit un objet ovoïde avec 3 hublots, par exemple, et la photo montre qu'un simple point lumineux. D'accord. Ouais. Et il nous dit, la photo ne rend pas ce que moi j'ai vu à l'œil. En même temps, moi, j'ai déjà fait des photos de choses que je trouvais marrantes à prendre en photo et que c'est assez loin. Malheureusement, bon, les appareils photo des portables sont ce qu'ils sont et c'est ça qu'on a sous la main en permanence. Je peux comprendre que des fois, effectivement, c'est pas forcément ce qu'on voit. Moi, j'ai déjà pris des nuages qui avaient une forme très marrante, je voulais les prendre et en fait, avec l'angle, l'éloignement et la caméra, ben, on ne voyait pas sur la photo l'effet que moi j'avais vu visuellement. La pareidolie, oui. Et ce que visuellement le cerveau te montre. Parce que Oui, bien sûr. Ce qui prouve bien qu'il y a une différence entre ce qui est vu et ce que le cerveau interprète. Tout à fait. Ça explique les pareidolie, justement. C'est même là-dessus, nous, qu'on base nos formations, puisque nous, quand on fait nos formations, quand on fait des ateliers zététiques, etc., le premier module qu'on fait, c'est justement les limites de nos perceptions, où on montre des photos où personne ne voit la même chose dans la même photo qui est affichée. Et ça, faut le vivre pour le comprendre. Et ça, c'est un mécanisme du cerveau qui se fait à tout moment. Hein. Oui, tout à fait. Ça se fait à tout moment. Il interprète en permanence, il ne voit rien en direct, il l'interprète. Il reconstruit, il interprète. Voilà. Et c'est en permanence, en permanence. Alors, si on se refixe sur les témoins eux-mêmes, du coup, j'ai envie de dire, bon, dans la vidéo que j'ai citée déjà 3 fois, hein, la TEB, mais c'est celle la plus récente, donc ma mémoire fait appel directement à celle-ci. Vous évoquez un truc intéressant parce que vous parliez dans cette vidéo justement de la NASA, je ne sais plus si c'est vraiment un NASA elle-même ou un organisme dépendant d'eux, qui va faire des enquêtes et justement dans le but de prendre enfin en compte la parole des témoins. Donc c'est un peu sur quoi on parle là. Alors justement, le GEPAN lui fait ça depuis combien de temps maintenant? Grosso modo. Il a été créé en 77. Il a été créé en 77 par Claude Poher, mais la prise en compte, je dirais, ça fait une petite quinzaine d'années, surtout qu'on est axé sur le témoin et voilà quoi. C'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux que la priorité effectivement donnée aux données. Oui. Et qu'il y a des enquêteurs pour ça, quoi. Moi, ça doit faire 12 ans. Je crois que ça fait 12 ans que je suis enquêteur bénévole pour le GEPAN. Alors, quand on dit enquêteur bénévole, c'est vraiment bénévole, hein, contrairement à ce que vous êtes payé, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. On est bien bénévole. C'est le mot bénévole à la base. Et surtout, on est enquêteur que lorsqu'on est missionné. En dehors de ça, on n'est pas enquêteur du GEPAN, rien du tout. On est simplement missionné, et là, on est enquêteur du GEPAN. Il faut bien comprendre que ce n'est pas en permanence. Hein, c'est pas, voilà. C'est vacataire un petit peu. C'est ça. On est missionné quand il y a un cas et que ce cas nous est confié pour qu'on l'enquête. D'accord. En dehors de ça, on n'est pas enquêteur du GEPAN. Voilà. D'accord. Alors justement, est-ce que c'est possible d'expliquer un peu comment fonctionne ce système-là, le GEPAN? Donc, fait appel à des gens tu parlais tout à l'heure, Patrice, dans certaines régions. Donc, c'est par région, ils ont des intervenants.
On essaye de mailler tout le territoire. Voilà, c'est ça. Le GEPAN essaie de trouver des gens motivés, objectifs, croyants ou pas. Alors, croyants, non péjoratif, ou pas, qu'importe, mais qui ont envie de travailler en respectant le témoin et en étant objectif. C'est-à-dire que ce que l'on peut penser du phénomène, ça reste pour nous. Point barre. D'accord, Hein? d'accord. Vous soumettez les conclusions de votre enquête au GEPAN. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, où ils vérifient, ils recoupent, vérifient absolument absolument tout. En priorité, que le témoin soit protégé, qu'on ne puisse pas l'identifier, parce que faut faire attention, il y a des petits malins, donc il suffit de mettre une carte géoportail en disant le témoin se trouvait là, ça y est, on trouve son domicile. Hein, ou une photo trop parlante et on trouve où il est. Hein, celui qui est un peu malin, il trouve très, très, très facilement. Nous, on avait fait pour des crop circles, en fonction de l'endroit où était le crop circle, on voyait une antenne, une colline, on a trouvé tout de suite où c'était. Hein. Faut pas grand-chose. Hein. Donc, il faut faire très attention, et le GEPAN fait attention à ça. On protège le témoin. C'est notre matériel, c'est une personne qui nous a confié son aventure, entre guillemets, ou sans guillemets, donc il faut faire très, très attention. Le GEPAN derrière vérifie tout ça, vérifie les formulations, qu'on n'ait pas une formulation ambiguë ou qui peut prêter à attaque, pourquoi pas. Hein, quelquefois, on peut avoir un mot malheureux, donc ça vérifie tout ça. Et ensuite, toutes les données qu'on a recueillies, il les revérifie derrière, si elles correspondent bien, si on ne s'est pas trompé dans l'azimut, dans la hauteur angulaire, enfin tout le travail. Alors, pour la dernière partie de cette vidéo, parce que ça fait quand même 1h20, je pense, à peu près, grosso modo, pour la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais bien qu'on reparle donc des témoignages eux-mêmes, puisque c'était le cas, mais les témoignages qui sont influencés. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de gens de bonne foi, et on continuera à parler des gens de bonne foi, parce que c'est eux qui nous intéressent, mais des fois, c'est leur bonne foi, mais ils se trompent pour différentes raisons, ou il y a des méprises, etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a un truc aussi qu'il faut comprendre et connaître, je pense, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est aussi que la manière dont une personne lambda va recevoir ce témoignage peut influencer en elle-même ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Ça, c'est le gros danger. Oui. Je crois que tu peux parler d'un cas à Metz, toi. Alors, il faut savoir que dans le temps, les ufologues posaient des questions dites fermées. C'est-à-dire que vous avez vu… Ou dirigé. Ou dirigé. Vous avez vu un objet à tel endroit. Oui. Il était de couleur blanc. Il était de couleur blanc. Alors, l'objet était blanc. Oui. C'était même pas des… Voilà. Donc, c'est vrai. Et c'était pas de leur faute, en fait. Ils ne savaient pas faire. Ils n'avaient pas appris. Avant que tu ailles plus loin, juste une précision très, très importante. Quand on recueille un témoignage, il faut faire attention à la manière dont se présente au témoin. On fait figure devant le témoin d'autorité. On ne l'est pas. On fait figure de spécialiste. On ne l'est pas. On est là pour l'écouter et que c'est lui qui est au centre du jeu. C'est lui qui va nous dire ce qu'il a vu. Mais on est juste là pour ça. Et ça, il faut faire très, très attention, y compris aux mimiques et autres. Par exemple, tu prends des notes, je suis désolé, hein, tu prends des notes, et puis le témoin, il te fait. Ça, il ne faut pas le faire. On prend des notes, on dit au témoin, on prend des notes, et puis tu l'écoutes, point barre. Tu ne dis pas une petite mimique, un petit sourire, un machin, un truc bidule. Ouais. Ça influence le témoin. Et ça, c'est plus difficile qu'on ne le pense à faire, et ça fait partie des biais que l'enquêteur a. Et ça, alors justement, c'est ce que Francine disait, hein, quand tu étais en train de dire justement qu'avant, ils n'étaient pas formés. On ne peut pas leur en vouloir. Ils n'étaient pas formés. Il faut poursuivre, je suis désolé. Donc l'entretien cognitif a été fait pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qui fait que l'enquêteur intervient le moins possible dans les récits, je dis dans les récits, parce qu'on leur fait faire le récit de ce qu'ils ont observé de manière différente, on leur demande de le faire de manière différente, et ça permet à l'enquêteur de ne pas poser de questions, de ne pas influencer. D'en avoir très peu. Ou même si dans l'idée, tu sais, par exemple, il raconte quelque chose et tu dis « Ah, mais ça me fait penser à ça ». Alors, tu aurais tendance à dire « Mais c'était pas un hélicoptère ?» Eh ben non, ça, c'est pas bon, tu vois. Donc, on a appris avec l'entretien cognitif à éviter d'interférer dans les récits du témoin. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est l'entretien cognitif. Il est fait pour permettre au témoin de restituer le mieux possible donc son observation
y compris des détails périphériques auxquels il n'aurait pas pensé, et ça permet à l'enquêteur de ne pas interférer dans ses récits. D'accord. Et c'est vrai que ça, c'est important, puisqu'on a, on Ça, a des tonnes d'histoires où ce qui a été rapporté ensuite n'était plus du tout le témoignage de base du témoin. Tout à fait. Alors, il y a autre chose dans ce que tu dis qui est très important, c'est que auparavant, pas au Japon, mais dans l'ufologie privée, les gens racontaient, un ufologue racontait le témoignage de quelqu'un. Il le racontait, il l'écrivait, n'est-ce pas? Et puis, tu avais des écrivaillons qui reprenaient ce témoignage et qui réécrivaient le témoignage. Il le réécrivait, s'il y avait une erreur, il ne la voyait pas. Il réécrivait le témoignage, il ne cherchait pas à savoir si c'était juste ou pas. C'était fait de bonne foi. Hein. C'était fait de bonne foi. Et s'il rajoutait une erreur en plus, ou une interprétation en plus, bon, ça commençait à avoir une bonne distorsion de l'affaire. Et c'était repris 2 fois, 3 fois, 4 fois. On retrouvait des témoignages initialement qui étaient un témoignage complètement différent à la fin. C'était C'est un peu le travail moderne des mythographes du XVIIIe siècle. Hein, des moines copistes. Des moines copistes et autres. On a 5 minutes. Oui, Je vais te elle raconter est à quelque vous chose. cette vidéo, elle est à vous, dites tout ce que vous voulez. Je vais te raconter quelque chose pour montrer l'ampleur que ça prend. 1, de par l'enquêteur. 2, de par ceux qui récupèrent le cas. Ça se passe en 1972 à Thésée. Thésée, c'est à côté de Mâcon. Ah bah tu vois, t'as dû le voir alors. Sûrement. Ah bah sinon t'es pas né en 72. Donc ça se passe à Thésée à côté de Mâcon en 72. À Thésée, une communauté religieuse. Écuménique. Et ouais. Et il y a 4-5 témoins qui sont autour d'un petit feu de camp, comme ça, qui vont observer pendant 5 heures un énorme cigare volant au-dessus de la colline en face, avec des petites soucoupes qui passent, qui reviennent, des faisceaux lumineux qui s'allument, qui s'éteignent. Ça dure 5 heures. C'est pas banal comme truc. Hein. Non, La pour le communauté de Thésée, c'est plusieurs milliers de personnes. Il y a 5 ou 6 témoins, donc 3 qui vont parler. Déjà, ça met la puce à l'oreille. 5 heures, un engin aussi gros que la colline. Hein, ça fait peu de gens sur une communauté aussi grande. Oui. Et puis, peu de témoins surtout dans la région. Bien, ça, c'est ce que ramène l'enquêteur en ayant écouté les témoins. Donc, les témoins, je la fais court. Les témoins rapportent ce qu'ils voient, mais détail par détail, et je m'explique. Il y en a un qui dit, voilà, moi je vois un point lumineux apparaître. Ça file d'un seul coup. Après, il y a un autre point qui apparaît, qui s'amuse à grossir, et hop, ça diminue, et puis hop, ça a l'air de disparaître. D'un seul coup, il y a un faisceau qui part du ciel, qui éclaire le sol. Puis un deuxième. Et puis je vois 3 petites lumières rouges qui partent d'un côté et d'autres qui arrivent. Tout ça, c'est pendant 5 heures, avec des éléments disparates, qui vont s'amalgamer en un seul engin grâce à l'enquêteur. C'est fait de bonne foi. Je dis bien, c'est fait de bonne foi. Par l'enquêteur. Par l'enquêteur et même par les témoins. C'est fait de bonne foi. Or, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que durant ces 5 heures, une étoile filante passe, une étoile apparaît, il y a un nuage de vent qui passe, un avion. Au sol, il y a des projecteurs de DCA, parce que le gars faisait une fête, donc il allumait ses projecteurs de DCA pour éclairer un terrain de boule. Il y a des voitures qui arrivent, les petits trucs rouges qui partent, et puis d'autres qui arrivent, et ça dure 5 heures. Le petit manège dure 5 heures. Donc je fais très court, hein. Il y a des tas de détails, mais je fais très court. Hein. Voilà comment un cas, s'il avait été bien enquêté, aurait bien séparé les éléments, tentant de les appréhender le plus justement possible, mais qu'on a amalgamé, parce que le témoin était extrêmement croyant, il avait vu quelque chose, donc, et c'est ce qu'il a reconstruit, c'est normal, mais surtout l'enquêteur, qui lui n'a pas fait son boulot. Parce que, de bonne foi, il était biaisé. De bonne foi, il a fait confiance au témoin, et en même temps, il l'a aidé à reconstruire. En même temps, on était dans les années 72, donc forcément, on revient à ce que disait Francine tout à l'heure. Ils n'étaient pas formés à ce qu'on fait aujourd'hui. Ce cas-là est toujours pris comme un cas, j'allais dire, cas fétiche, un cas important, un cas emblématique. Oui. Alors
ça ne l'est pas. Et puis surtout, ça nous apprend énormément de choses. Si on prend tout ça, 1, faire attention à ce que peut interpréter le témoin. 2, faire attention à ce que nous, on rapporte. 3, faire très très attention de la manière dont on rapporte ce que le lecteur va voir. Il y en a des biais là-dedans. Hein. Oui, il Et y on en a en des a biais. encore. Et on Et du en a coup, encore. Même aujourd'hui, nous, hein, on en a encore. oui, Oui. mais de toute façon, c'est humain, j'ai envie de dire. Donc, tant qu'on Oui. est humain, tout va bien. Ouais. Il faut juste le savoir. Mais du coup, pardon, vas-y, Francine. Eh bien, on a un cas plus récent, peut-être moins spectaculaire, où monsieur, donc c'est le cas de Metz, un monsieur fait une observation qu'il n'explique pas, et un ufologue va le voir en lui disant mais ce qui t'est arrivé, parce que tu n'as pas pensé à prendre une photo, ou tu n'as pas pensé à signaler aux gens qui passaient qu'il y avait quelque chose d'insolite, c'est parce que tu as subi l'effet dose. Alors, qu'est-ce que l'effet dose, selon les ufologues? Ben, c'est un phénomène extraordinaire, d'une origine inconnue, qui te projette quelque chose sur toi pour que tu ne réagisses pas. L'OVNI, en gros, l'OVNI, il est venu pour toi, pas pour les autres. Il est venu pour toi et pas pour les autres. Et le monsieur, ben, il n'est pas bien dans sa tête maintenant. Alors, l'ufologue qui dit ça n'a peut-être pas tort, moi je n'en sais rien, mais c'est indémontrable. À partir du moment que c'est indémontrable, on le garde pour soi, on n'influence pas un témoin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le témoin, ben, il est persuadé que c'est ça. Ouais, c'est terrible. Donc, alors, du coup, tu as un on le peu. trompe. Juste une seconde. Donc, on le trompe. C'est à toi. Vas-y. Et puis, ce qu'il y a de pire, c'est que malgré des traces écrites, cet ufologue refuse d'admettre qu'il sait qu'il l'a influencé. Ce qui n'est pas grave, en soi, il l'a influencé, c'est pas grave, ça arrive. Mais il refuse de l'admettre. Et ça, c'est pire, parce que tout son discours derrière s'en ressent. Et ça, c'est dommage. Alors justement, Francine, si j'allais te dire justement qu'avec ton cas là de Metz, tu as anticipé ma question finale. Ma question finale, c'était de dire, OK, là depuis tout à l'heure, on parle de gens de bonne foi, etc. Et on peut même continuer à parler de bonne foi éventuellement. Mais ce qui me vient à l'esprit, moi, c'est que quand on parle des enquêteurs du GEPAN, donc les gens missionnés pour faire l'enquête par le GEPAN, vous, le problème aussi, c'est que peut-être potentiellement, vous n'arrivez pas forcément dans les premiers auprès du témoin. Je suppose que, alors je suppose, dites-moi si je me trompe, mais je suppose que c'est rare d'avoir un cas qui passe directement du témoin au GEPAN et du GEPAN Non, à c'est vous. le contraire. C'est le contraire. Voilà. C'est le contraire. La grosse partie des cas nous arrivent en est les premiers. Ah, Ça ne veut d'accord. pas dire ça veut pas dire qu'il y a des témoins qui ne vont pas sur Internet et autres, hein. Mais Non, la je grosse parle partie vraiment des cas. d'avoir rapport à, par exemple, un ufologue, par exemple, un journaliste, tu vois, Non, c'est très rare. parce qu'on sait ce que ça donne en général, ça. Donc, C'est vraiment très rare. Enfin, tu d'accord. peux Donc, vous confirmer. arrivez souvent les premiers à Oui, alors, vraiment. ça dépend dont le témoignage est réalisé. Si la personne témoigne directement au GEPAN, bon, on va essayer d'aller vite. Hein. C'est vrai, et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui nous est reproché de ne pas aller assez vite, mais il faut bien prendre en compte la rapidité avec laquelle le témoin répond au questionnaire technique, qui est quand même assez long, enfin assez long. Non, c'est facile à remplir et ça peut être court, mais c'est vrai qu'il se pose beaucoup de questions, le témoin, quand il le fait. Donc, après, s'il ne témoigne pas auprès de journalistes ou sur Internet, ben, on va être les premiers. Et c'est souvent le cas. Hein, c'est très souvent le cas. Après, quand moi je vois un témoignage sur Internet et que je vois des messages qui disent t'avais encore trop bu, ou arrête de fumer la moquette, ou des choses comme ça, moi j'interviens. Je dis, si vous voulez avoir des gens qui prennent en compte ce que vous avez observé, et je n'en émets aucun doute, témoignez au GEPAN. Ça, c'est un gros problème, c'est ces gens qui interviennent parce qu'il y a un témoin qui va raconter, même s'il n'a pas témoigné au GEPAN de toute façon, hein, mais qui va raconter avoir vu quelque chose, et qu'il y a des gens qui semblent se dire bah, moi je suis plus malin que les autres, donc bah, ce qu'il raconte c'est de la bêtise, je vais me foutre de lui. Grosso modo, c'est ça. Et ça, c'est absolument dramatique. Personne, je dis bien, personne n'a le droit de se moquer d'un témoin. Tout le monde peut se tromper, donc personne n'a le droit de se moquer d'un témoin.
Et je vais juste compléter rapidement ce que tu disais. Pourquoi quelquefois ça traîne au niveau d'un témoignage? Quand je dis que ça traîne, c'est-à-dire que ça prend quelques jours, 15 jours, tout simplement parce que faut que le témoin remplisse le témoignage, son questionnaire technique, faut qu'il l'envoie au GEPAN, faut que le GEPAN en prenne connaissance, remplisse la base pour pouvoir après nous le proposer. Ça se fait pas en claquant des doigts. Il n'y a pas 70 personnes au GEPAN. Au GEPAN, ils sont une petite poignée, moins que les doigts de la main, pour faire tout le travail. Et quand vous recevez une centaine ou 150 ou 200 témoignages, voire plus, qu'il faut les trier, éliminer ceux qui s'expliquent de manière, par exemple, des Starlink. Quand il y a les Starlink, on le reconnaît tout de suite. J'ai vu plusieurs points lumineux qui passaient dans le ciel, comme un train et autres. Bon, ben, on vérifie rapidement, enfin, au GEPAN, ils vérifient rapidement, ils les classent tout de suite. Tout ça, c'est un travail monumental qui est au GEPAN. Ce travail monumental, ça explique ces 15 jours, 3 semaines, des fois, pour avoir le témoignage, avant que nous, on réagisse. Ce qui est normal, hein. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'après, on s'étonne que, oui, ça a mis 15 jours, 3 semaines, et qu'on dise, oui, mais le GEPAN, il traîne, non, il ne traîne pas. Mais est-ce que les gens sont assez informés que quand ils ont vraiment vu un phénomène qui leur paraît comme ça extraordinaire, etc., est-ce qu'ils sont assez informés en général qu'ils peuvent s'adresser au GEPAN? Est-ce que aujourd'hui, le réflexe, c'est pas d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec toi. Il y a un effort considérable qui est fait par le service de communication depuis quelques mois pour justement informer le public qu'il faut qu'ils témoignent auprès du GEPAN quand ils ont fait une observation insolite. Après avoir vu le cache-vue. Après avoir vu ce qu'on appelle dans le site du GEPAN le cache-vue. Parce que on a cache-vue. Mais cache-vue. Ah oui, d'accord, c'est le titre cache-vue. D'accord, ok. Cache-vue, c'est une page qui recense toutes les méprises possibles et fréquentes et courantes. Voilà. Et après, quand ils ont lu ça, ils peuvent passer au questionnaire technique. Voilà. Et donc, le service communication a fait un gros et continue à faire un gros travail là-dessus. Ce qui est très bien, bon, ça n'empêche qu'effectivement, la place des réseaux sociaux est très importante. Et comme on le disait tout à l'heure, le problème, c'est que dès il y a ce qu'on appelle les mots-clés, hein, tu connais bien ça, hein. Oui. Voilà, donc les ufologues, ils ont des mots-clés et ils reçoivent les alertes quand il y a un message d'observation qui arrive, qui est posté quelque part, et donc ils se précipitent forcément. Et comme les ufologues, c'est un peu comme le jeu de 1000 bornes, tu sais, il y a une carte, un pneu increvable. Mais eux, ils en ont plein des cartes increvables, ou des jokers, comme tu veux, hein, c'est pareil. Donc, ça fausse un petit peu la chose, quoi, c'est sûr. L'avantage qu'on a, c'est que au GEPAN, il y a soit un PV de gendarmerie, donc ça c'est la première déposition, ou soit ce qu'on appelle un QT, donc le questionnaire technique. Donc même si derrière un ufologue prend le témoin et essaie on a quand même les informations premières. Ouais. On a on a la source. Après, s'il a été influencé, le témoin, on s'en aperçoit assez facilement. D'accord. Donc, voilà. Et après, il y a la méconnaissance, si on va clôturer là-dessus. Il y a la méconnaissance. Alors, tu as cité Starlink. Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle, mais que vous devez connaître par cœur. Il y a quelques mois de ça, il y a moins d'un an en tout cas, j'ai un ami sur Facebook, hein, et c'est un ami de mon village ici, qui a assisté au passage de Starlink ici. Et je vois donc dans mon fil d'actualité sur Facebook, je vois apparaître, donc il fait une petite vidéo rapide avec son téléphone et il marque, oui, constaté aussi, parce qu'apparemment l'Indépendant a fait un article là-dessus aussi. Alors, il n'a pas lu. Il n'a pas lu l'article de l'Indépendant, mais il en fait référence. C'est-à-dire, oui, je l'ai vu passer aussi. Donc, il est resté sur le titre. Hein, avez-vous vu passer, ou qu'étaient-ce ces lumières dans le ciel? Je ne sais plus comment l'Indépendant l'a dit. Oui, voilà. Et donc, et lui, c'est là où on voit hein, quand même que les biais de confirmation, le cadre de référence, hein, ce que je crois, ce que je veux croire d'ailleurs, et il met, je l'afficherai dans cette vidéo d'ailleurs, parce que j'avais fait une capture d'écran pour mes cours, et il met, oui, ce truc-là, ça passe au ralenti, ça fait pas de bruit, on va pas me dire quand même, ça ne peut pas être humain. Hein, on ne peut pas me dire, ça ne peut pas être humain, je ne sais plus comment il formule ça, mais en gros, il élude directement que c'est humain, ça c'est clair, et il dit, voilà, pour moi c'est clair, c'est un ovni, et il fait référence au site de l'Indépendant, à l'article, alors que lui-même n'a pas vu.
Mais parce qu'entre deux, il avait fait la capture. Je pense qu'il n'a pas mis tout de suite, en fait. Hein. Ah, il a sûrement montré à des potes ou quoi. Et quand il a vu article indépendant, il a dû dire ah bah oui, regardez, moi aussi, je l'avais pris, etc. Et là, il a fallu juste, pardon, il a fallu juste que je lui dise dans les commentaires, bon, c'est un ami, donc je me permets. Je lui dis écoute, c'est tout simplement Starlink, en fait. Bon, voilà, il a recherché, il a regardé ce que c'est, on est parti dans l'humour, c'était tout. Mais je me dis que des cas comme ça, il doit en avoir des tonnes. Oui, un titre suffit pour avoir la confirmation de ce qu'on pense. Voilà. Et Tu l'avais déjà dit tout à l'heure d'ailleurs. Et le but d'un article de presse, ben, c'est d'être lu, normalement. Donc, il faut du putaclic. Ouais, c'est ça. Il faut attirer le chaland. S'il dit hier soir les Starlink sont passés, les gens ils vont passer. C'est cap de le dire, ils vont passer. Alors que qu'étaient ces lumières dans le ciel, hop, hein. Voilà. C'est ça. Donc normalement, le but d'un article, c'est d'être lu. Et là, bah, il a zappé tout simplement parce que pour lui, c'était le fait de se poser la question, c'était une réponse à ce qu'il avait vu. C'est ça. Une confirmation. Mais c'est humain, c'est humain. Il y a des tas de choses comme ça. Bon, on parle des témoins et autres, c'est dommage, on n'a pas trop le temps, mais l'enquêteur, c'est pareil, il faut qu'il fasse attention aussi à ses propres biais, à ses attentes, à s'il pense avoir trouvé. Parlons-en. Alors, parlons-en. Moi, j'ai le temps. Parlons-en. Alors, justement, je rebondis à la question. Bah, tiens, Francine, je ne voudrais pas que tu t'endormes. Francine, justement, dis-nous un peu, raconte-nous, est-ce que quand vous parliez tout à l'heure, c'est Patrice qui disait tout à l'heure, hein, il y a des enquêteurs, le GEPAN choisit des gens dans les régions, bon, je ne sais plus comment on l'avait abordé, mais alors du coup, est-ce que vous êtes formé? Comment ça marche? Comment ils vous choisissent? Est-ce que c'est possible de dire ça ou est-ce que c'est pas trop est-ce qu'on peut en parler? Non, ça pose pas de problème. En fait, quand on est intéressé par le phénomène OVNI, on ne peut qu'être intéressé par ce que fait le GEPAN. Donc, quelquefois, on a des contacts avec, même si on ne fait pas partie du GEPAN, même si on n'est pas encore enquêteur, quelquefois on écrit parce que voilà, on a un contact parce qu'on a quelque chose qui nous surprend, ou bien une précision à leur apporter ou quelque chose. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu le GEPAN et aussi par l'intermédiaire de Gilles Munch, donc, qui a été enquêteur avant nous. Hein. Mmh. Et donc, là-dessus, j'ai rencontré Xavier Passot, ex-directeur du GEPAN, qui est venu faire une conférence à Épinal, dans mon secteur géographique. Et ça a bien passé, quoi. Le courant est super bien passé. On a vu que c'était vraiment quelqu'un de pondéré, de carré, etc. Et c'est bien passé. Et on a commencé à entretenir une certaine correspondance. Et à partir de là, on s'est revus. Donc, il m'a soumis un cas à étudier qui était étudié par le GEPAN, mais pour voir comment je m'en sortais. Un test. Un test, voilà, un cas test. Et puis après, j'ai eu un entretien, en plus du cas test. Et après, je suis rentrée comme ça, comme enquêteur au GEPAN. Mais voilà, est-ce que vous suivez des formations, ne serait-ce qu'en ligne, je ne sais pas, sur les outils, tous les ans. Vous ne pouvez pas l'apprendre tout seul, ça. Tous les ans, on a des formations. 1 à 2 fois par an. On a des formations, on a des rappels de formations anciennes aussi, parce que par exemple pour son entretien cognitif, comme on va faire la semaine prochaine, parce que l'entretien cognitif, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Si on le fait une fois, deux fois dans l'année, c'est tout. Donc c'est pas naturel. Et puis ça demande de l'entraînement. Il faut de l'entraînement, il faut qu'on nous rappelle les principes, il faut qu'on nous rappelle les méthodes, ce qui est tout à fait normal. Donc on va en avoir là la semaine prochaine. Oui, on a des formations. On a des formations sur place, c'est-à-dire au CNES, on a des formations sur place, mais on a tous les mois, on a une webconférence de 2 heures, 2 heures et demie, et puis en dehors de tous les échanges qu'on peut avoir avec le GEPAN, quoi. Ouais, il y a un très gros travail, un très gros suivi. Dans les webconf, on va parler des cas qui peuvent nous poser problème. Donc, entre enquêteurs et autres, parce qu'il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Moi, je peux faire un travail de ne pas penser une explication possible, qui me resterait à démontrer, et qu'un autre enquêteur dit, mais attends, ça me fait penser à ça. Voilà, donc depuis peu, il y a eu installation d'un travail collaboratif. Ouais. Par rapport à un cas,
les enquêteurs qui sont intéressés, ils viennent et on discute comme on fait aujourd'hui. On en discute, on demande si la personne a pensé à ça, si elle est allée voir ça, etc. Donc, c'est très enrichissant. Et comme je disais, au GEPAN, il y a ce qu'on appelle des tenants-croyants, donc péjoratifs, etc., et des ufosceptiques, et Je vais rien ne l'écrire nous en en... bas. Je vais l'écrire. Non, croyant, Ça va finir par rentrer. Ça va en finir par filigrane. rentrer. On travaille très bien en collaboration entre nous, au contraire. Parce que le but c'est d'essayer de comprendre ce qu'a vu le témoin, Bien de sûr, lui et c'est donner une une explication démarche. qui tienne la route, et voilà. Donc, après, X qui est au GEPAN peut très bien croire en la visite extraterrestre, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Mais les convictions personnelles sont à la porte. Voilà. C'est comme en Donc, on essaie science. de faire C'est comme en un dossier à science. Et charge c'est et à une démarche décharge. scientifique en collectif, puisque la science, contrairement à ce que les gens pensent, c'est du collectif. C'est ça, c'est ça. Et puis, en plus, la science, on n'a rien à cirer de ce qu'on peut penser personnellement. La science, il lui faut des faits. Hein. Et comme je dis souvent, l'ufologie, ben, elle se raconte. Les ufologues souvent radotent, mais les faits s'étudient. C'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du coup sur le cœur du témoignage, sur tout ça? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas pensé aborder parce que je connais pas assez? Ouais, moi je pourrais rajouter que je pense qu'on a oublié pas mal de choses, mais bon ben c'est comme ça quoi. Donc Voilà, il faut faut faire nous une deuxième excuser. vidéo, c'est obligé. Hein. Il faut juste que ceux qui vont dire tiens il a oublié de parler de ça et puis il n'a pas parlé de ça, ils se disent que bah oui on est là, on discute comme ça, on essaie de faire quelque chose, qu'effectivement oui on peut oublier des choses bien sûr, hein, voilà. Et puis on n'a rien préparé. Là, depuis Oui, tout à l'heure, on discute en feeling. Oui, On n'a oui, rien oui, préparé. oui. Moi, je ne prépare jamais rien. Tous ceux que j'ai interviewés, ça s'est toujours fait comme ça. Je ne prépare à rien. Je donne un Mais thème et on y va au feeling. Mais ces gens-là intéressés pour aller plus loin peuvent très bien nous poser des questions sans agressivité, parce qu'on est souvent agressé, ça, je commence à en avoir marre. Mais on peut poser des questions, on peut nous dire qu'on s'est trompé, parce qu'on peut se tromper, hein, on n'est pas, infaillible. Il faut simplement, il y a des formulations. Encore une fois, bah, il y a le respect du témoin, mais il y a aussi le respect de la personne qui va nous écouter. Comme nous, on a du respect pour les tenants-croyants, donc péjoratifs, etc. Donc voilà. Rappelons que le respect est dû à toute personne, quel que soit le contexte. Hein, et que Et de c'est devoir le pareil. rappeler, c'est déjà grave. Et c'est pareil, des fois, Oui, moi, je souris tout le temps. Parce que je pense à ce que je dis, je pense à la réaction de X personnes. C'est pas méchant. Je suis toujours comme ça, moi. Dans l'ordre d'émission de la Tranche-en-Bière, on m'a reproché que j'avais des petits sourires. Mais parce que je savais très bien, par exemple, ce que tu allais lire, puisqu'on se connaît bien. Hein, on devrait se mettre ensemble, tiens, d'ailleurs. Et puis, ou ce qu'allait dire Christian Page, par exemple. Je savais très bien, parce qu'on est sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les choses, mais c'est parce qu'on est en accord sur l'analyse qui avait été faite lors de l'émission des UAP, notamment de Grunch. C'est pas qu'on veut se moquer, non, c'est parce que moi je suis comme ça, je suis résolument optimiste en plus, donc je souris souvent, je rigole tout le temps. Ça n'empêche pas de faire un travail sérieux ou d'être Je sérieux. trouvais déjà grave de devoir respecter, que tout le monde doit être respecté, quel que soit l'âge, le sexe, l'endroit, enfin tout le monde, point barre. Mais alors si maintenant il faut en plus s'excuser de sourire, Ah oui, mais je c'est le crois que je cas, vais aller pleurer malheureusement. 5 minutes et je reviens après. C'est le cas, c'est le Ah, cas. Hein. On me l'a reproché, donc on c'est le a, cas. C'est dramatique. on a un fan club, qu'est-ce Oui. que tu veux? On va les eux aussi, il faut qu'on les excuse. Oui, bien sûr. En Bien tout sûr. cas, Francine, Patrice, merci beaucoup de cette invitation. J'ai appris plein de trucs, c'était génial. Et merci vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est nous Parce qui te que remercions, vraiment. On te je trouve que remercie, ce j'en côté profite pour dire témoin est devant tout le souvent. monde. On te remercie, j'en profite de dire devant tout le monde qu'il faut te suivre parce que tu fais, c'est remarquable. C'est pas Oui. un léchage de botte, non, c'est remarquable. Voilà. Non, mais tu nous connais, nous, on s'attarde. La zététique pour nous, puisque c'est notre cœur à nous, hein, la zététique pour nous, c'est dans le réel surtout. Les Voilà. réseaux sociaux, ça nous sert à nous faire un peu connaître, peut-être reconnaître parfois, pour être clair. Hein. C'est aussi bien d'être reconnu par ses pairs. Bon, là, j'ai fait une intervention au Cercle zététique du Endocrocient, je fais une conférence. Apparemment, ils ont tous bien aimé. C'est toujours rassurant de savoir que ma vision de la chose, elle n'est pas complètement débile. Voilà. Tout à Donc ça, fait. c'est de la reconnaissance. Après, c'est de la communication sur Facebook, etc. Mais nous, le cœur de la zététique, là où on s'éclate et là où on a notre objectif, c'est le réel. C'est là où ça se passe pour nous. Bien sûr. Et c'est Nos pour ateliers, ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on aime ce qu'on fait au GEPAN. C'est Oui, parce parce que vous, c'est qu'on du réel. travaille sur du concret. Voilà. C'est ça. Ça ne s'explique pas. C'est plus dans les réseaux sociaux, même si on en a besoin. Cette vidéo, j'espère qu'il y a au moins des gens qui vont
se dire, ah mais peut-être moi, j'avais pas cette vision, d'accord, je comprends un peu mieux comment ça marche. C'est un peu ça le but de ces vidéos, mais c'est pas le but de percer ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun intérêt pour nous, parce que comme vous le dites, comme tu l'as très bien dit, Francine, il y a 2 secondes, le réel, mais ça ne s'explique pas. C'est un autre monde. Et je dois dire que on a infiniment plus de satisfaction à travailler sur du concret que de travailler sur des hypothèses non vérifiables. Oui, Ah. oui. Bah, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend énormément de choses. Et vous vous confrontez au réel. C'est pas comme si Oui. vous faisiez des vidéos pour dire oui, mais c'était facile, c'était sûrement ça. C'est bien, j'ai pas de problème avec ça. C'est J'en regarde toujours plein, facile moi, donc après j'ai pas de coup. problème avec ça. C'est toujours Voilà. facile après coup. Voilà. Mais quand on est sur le terrain, qu'on est en contact avec les gens, quand on a l'humain, tous ceux qui luttaient contre, par exemple pour la vaccination, bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais tous ceux qui luttaient contre la vaccination, par exemple pendant le Covid, sur les réseaux sociaux, etc., avaient un rôle fondamental et essentiel. Mais ceux qui avaient en face d'eux leurs contradicteurs, c'est autre chose. Quand tu as les gens en face de toi qui te disent oui, mais attends, qu'est-ce que tu me fais chier dans le vaccin et une puce 5G, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et le contact humain, là, on parlait du témoignage, du cœur de l'humain, des émotions. Là, on prend conscience de ce que les gens ils ont en tête, de comment ils le vivent, de la peur qu'ils expriment en disant ça. Ce n'est pas juste. Enfin, moi, tous ceux qui me disaient ça dans mes cours de PSE, ce n'est pas des gens qui me disaient juste ah, on va tous mourir. C'est pas ça. Et des fois, ils avaient souvent, pas des fois, souvent, la plupart du temps, ils avaient peur eux-mêmes, ils avaient des vrais doutes, des vraies inquiétudes. C'est ce que vous devez vous avec les gens qui ont vu des choses extraordinaires. Ça permet de comprendre que le ressenti est bien réel pour la personne, mais il est trompeur. C'est ça. Mais bien réel et souvent mal vécu pour eux. Et il ne faut pas oublier quand même, mettons l'humain au cœur de tout. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse. À toi. À bientôt, nous aussi. Au revoir.